tous, bonjour, bienvenue sur Acropolis. Bonjour à tous, bienvenue. Comment ça va? Bien le bonjour, salut Hermitil, PCF, salut tout le monde. Bonjour Jean et Sylvain, salut Sylvain, comment ça va? Bonjour Jean, ça va et toi? Mais écoute, ça va super. Je présente mes excuses, il y a eu un décalage de 1 seconde à 2 secondes avant que j'ouvre le micro. Je suis Ah, navré. du coup les gens ont pas entendu quand j'ai dit bonjour. Alors quand tu dis bonjour si, c'est le salut juste avant qu'ils sont pas entendus. Ah, j'ai dit salut bonjour, ils ont entendu que le bonjour. Voilà, c'est ça. Tu seras fouetté en Merci. place publique. Ah, salam alaikum, alaikum salam, alilo. Bonjour à tous, bienvenue sur Acropolis. On est le 13 juin. 13 juin 2018, il est 14h30. Et c'est parti pour cette émission que vous aimez tant, les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. On a oublié Raphaël, mais non, on n'oublie jamais Raphaël. C'est juste que comme Raphaël n'a pas de micro, ça sert à rien que je lui demande comment ça va, vous l'entendrez pas répondre. Mais Et d'ailleurs nous non plus. et nous non plus, parce qu'on n'entend rien avec ça sur les oreilles. Mais on pense à lui, très fort. À jamais dans nos cœurs. D'ailleurs, je le redis, hein, on cherche un stagiaire à partir de septembre pour prendre la suite, la succession finalement de Raphaël. Essayer de compenser l'absence. Ouais, on va beaucoup pleurer, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonjour, bienvenue, comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée hier? Est-ce que vous passez une bonne journée aujourd'hui? Est-ce que vous passerez une bonne journée demain? Est-ce que vous passez une bonne journée demain? Oui, effectivement, c'est une bonne question. On pourra faire mieux que Raphaël, lol. Non, on pourrait pas. On pourrait essayer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Plein de trucs, plein de trucs. Alors déjà, on a une grosse production ici, donc maintenant on a des bouteilles d'eau pour les streamers, très important au niveau de l'hydratation. Fourni par Stupid Economics. Fourni par Stupid Economics. Merci Arnaud. Deuxième information du jour, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Arnaud de Stupid Economics, donc envoyez-lui des tweets, des bisous, sur le Discord, etc., des messages pour lui faire des bisous. C'est son anniversaire, c'est mignon. Des bouteilles d'eau pour recharger la salle de stream. Du coup. Le luxe, et oui, le luxe. C'est de la cristalline, hein. Cristalline, bon pour le transit intestinal. Non, j'en sais rien, mais je m'en fous. L'eau, c'est bon. Putain, regarde, ils ont une pub qui s'appelle Bouchon Solidaire. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ah non, ça va flouter. Bouchon Solidaire. Ah, d'accord, c'est ça. C'est la nouvelle technologie de cristalline. Consiste à avoir un bouchon solidaire du reste de la bouteille. Moi, je suis pour la solidarité. J'ai toujours été pour la solidarité. Donc voilà, si vous êtes de gauche, voilà. Bah, n'achetez pas de bouteilles en plastique. Achetez de la cristalline. Regarde, en plus, il y a une petite tête de bébé qui boit un biberon pour te montrer que c'est important d'hydrater tes enfants, sinon ils vont mourir. C'est pas tout à fait ça. Mais voilà. Bientôt Acropolis en 3D 4K, au moins. Le logo Acropolis sur son ordi, la classe, c'est dans la boutique. Mais bien sûr. Non. Non, c'est pas dans la boutique? Non. Et pourquoi le logo dans son ordi? Le logo sur l'ordinateur de Raphaël. Ah ouais. Ah ouais, non mais ça, non, ça il faut que vous l'imprimiez vous-même. Combien Cristalline a financé le placement de produits? Je sais pas, il faut leur demander. Cristalline, quand est-ce que vous nous envoyez un chèque et de combien? C'est qui fait la Cristalline? Monocristalline.fr. Je sais pas. Conformément à la législation en vigueur, l'eau de source Helena est déterrisée et démagnétisée et démanganisée. Démanganésisé. Démanganèse, bref, puis embouteillée avec le plus grand soin sous contrôle laboratoire quotidien, conservée de préférence à l'abri du soleil dans un endroit propre, frais et sans odeur. Ouais, ça va aller. Il y a juste les odeurs qui posent problème ici. Ouais. Donc voilà, Mandalore, yes, je suis à l'heure. Bonjour Mandalore, bonjour à tous, bienvenue, installez-vous. Donc je vous disais, on a de l'eau, ça c'est bien, c'est l'anniversaire d'Arnaud, ça c'est important. De quoi est-ce qu'on va parler? Oui, chose importante qu'il faut que vous sachiez. Acropolis a trouvé l'information sur le budget de la buvette de l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier l'intégralité de la cellule investigation d'Acropolis. Acropolis, première chaîne d'information politique de France, qui aujourd'hui est en mesure du coup de vous révéler l'information. Mais vous le saurez à la fin de ce live. Mettez un pouce bleu, sinon vous le saurez pas. Voilà. Donc voilà, un grand merci à Adrien notamment qui a enquêté. Merci à toutes les personnes parmi vous qui, je le sais, ont passé des coups de téléphone à l'Assemblée nationale pour essayer d'avoir l'information. Vous avez découvert du coup que l'Assemblée nationale est une boîte noire de laquelle ne fuite absolument aucune information. C'est l'enfer pour avoir des informations sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, même s'ils sont en train de s'arranger avec l'open data, etc. Mais bref, donc sachez que la buvette de l'Assemblée nationale n'est pas autonome et seule de son côté, puisqu'elle est gérée avec le reste des services de restauration de l'Assemblée nationale. Donc malheureusement, je ne serai pas en mesure de vous donner le budget spécifique, pas le budget mais le chiffre d'affaires spécifique de la buvette, puisque le chiffre d'affaires est consolidé avec le reste des restaurants administratifs et autres restaurants
de l'Assemblée nationale. Tout ce petit monde qui s'occupe donc de la bouffe et de la boisson à l'Assemblée nationale est géré par une association qui s'appelle l'AGRAN, l'association de gestion des restaurants administratifs de l'Assemblée nationale. AGRAN, l'AGRAN, ou Lagrange, je sais pas comment ça se prononce, mais on s'en fout. Une association qui existe depuis 82 et qui est donc, comme son nom l'indique, par délégation chargée de gérer les restaurants administratifs. Il faut que vous savez, et c'est important que vous savez, que que donc cette association organise les repas, les buffets et cocktails au petit hôtel de l'Assemblée nationale, les restaurants en libre service des buvettes de l'Assemblée nationale, les restaurants parlementaires, etc. La cantoche. Ce qu'on appelle vulgairement la cantoche. Voilà, deux restos et une buvette, c'est ça. Non, alors attends, je te relis le texte. Assurer la gestion. La GRAN gère les restaurants parlementaires, les restaurants en libre service et les buvettes de l'Assemblée nationale dans le cadre de la concession qui lui est confiée. Elle organise les repas, buffets et cocktails au petit hôtel de l'Assemblée nationale qu'elle met à la disposition des organes de l'Assemblée nationale. Elle met à la disposition de l'organe de l'Assemblée nationale le personnel extra nécessaire à leur activité de réception. Les modalités de cette mise à disposition sont confiées par voie de convention entre l'Assemblée nationale et la GRAN. Quand certains sont tout rouges ou en train de dormir, on sait qu'ils en sont consommés. Ouais, ça dépend. Quelques chiffres donc pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. La GRAN emploie 65 personnes au total, des serveurs, des plongeurs et des cuisiniers, ainsi que des extras, à l'exception de 20 CDI. Essentiellement des plongeurs qui sont en CDI. Voilà, il faut que vous sachiez aussi que la GRAN sert 1900 couverts par jour. C'est pas rien, 1900 couverts par jour. C'est quand même pas négligeable en termes de volume. Voilà. La GRAN se voit allouer, à titre d'exemple, sachez que sur l'année 2008, l'Assemblée Générale a alloué à la GRAN 1 128 494 € en subvention directe pour la GRAN, en plus des 5,4 millions d'euros de rémunération d'une partie des employés. Donc l'Assemblée nationale prend à sa charge la rémunération d'une partie des employés. Et donc voilà, maintenant le chiffre que vous attendez tous, c'est le chiffre d'affaires total de l'association pour l'exercice de l'année dernière en 2017, c'est 3,9 millions d'euros. Voilà, 1900 couverts par jour, 3,9 millions d'euros. C'est ça le chiffre d'affaires total. Donc, s'il y a des subventions, cela veut dire que les dépenses des députés ne couvrent pas l'intégralité des frais de fonctionnement. Ah non. On est d'accord. Non, non. Non, 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 non. Voilà, donc voilà cette information que je sais vous cherchiez, vous vouliez savoir, vous n'en dormiez pas la nuit depuis 2 semaines maintenant qu'on se pose cette question. Maintenant vous en savez plus, vous en sachez plus du coup sur la boisson et la bouffe à l'Assemblée nationale. Voilà. Prochaine fois, on vous 4 parlera de la millions d'euros boisson. par an pour 2000 couverts par jour, c'est pas délirant du tout. Ah non, c'est loin d'être délirant, très très loin d'être délirant. Des plongeurs, ils font un resto dans les égouts de Paris. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, que les plongeurs sont les personnes qui s'occupent de faire la plonge, donc de laver la vaisselle dans les restaurants. C'est ça la plonge. En parlant de ça, il y a une info du Canard qui explique comment l'Elysée est en train d'embrouiller et de cacher les frais de renouvellement de couverts pour les centaines de milliers d'euros. Ah, c'est ça le débat sur les 50 000 € de la vaisselle de l'Elysée? Bref, les Français ont le droit de savoir. Bah voilà, les Français ont le droit de savoir effectivement qu'il y a une association qui gère la restauration à l'Assemblée nationale et qui bosse avec 65 personnes quand même. Hein. 65 personnes, 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas fou. C'est pas fou. Donc voilà. Voilà. Cache Acropolation. Ouais, c'est un peu ça, c'est Cache Acropolation. C'est la cellule d'investigation d'Acropolis. C'est 500 000 € pour la vaisselle à l'Elysée. Ah mais j'ai pas compris. Parce que moi j'avais compris que c'était 50 000 € le renouvellement de la vaisselle à l'Elysée. Du coup il y a quelqu'un sur Facebook qui a parlé de 500 000 €. Je lui dis mais non tu t'es trompé, t'as mis un zéro de trop, c'est bien 50 000 €. Et apparemment les nouvelles révélations d'aujourd'hui en fait du Canard, parce que c'était déjà la semaine dernière dans le Canard, c'est qu'effectivement il y a 500 000 €. 500 000 € de vaisselle. Ah, le bon lien RT France qui nous est fourni par Fanny. Merci Fanny pour de nous partager RT France. Mais alors du coup il faut que je m'excuse auprès de la personne que j'ai engueulée sur Facebook en lui disant mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas 500 000, c'est 50 000. Non, non, cette personne était dans le vrai, c'est bien 500 000 et pas 50 000. Putain c'est cher, un demi-million d'euros de vaisselle. Bon après ok je veux bien que ce soit de la faïence, la porcelaine, tout ça parce que c'est l'Elysée mais on n'accueille pas la reine d'Angleterre en la faisant bouffer dans le Ikea, encore que.
Mais voilà. Et Brigitte Macron, son budget est de 450 000 euros. Une assiette en porcelaine vaut donc plus. Je ne dirais rien de plus. Mais pas du tout. Non, non, oui, Brigitte Macron, elle a un budget seulement de 450 000 euros. C'est pas cher. Ça paye quoi? 450 000 euros par an, ça paye Le taxi, quoi. le secrétariat, un ou deux collaborateurs max. Putain, c'est pas cher. Ah que bonjour, ça faisait un moment que j'étais pas passé. Salut Azerty, bienvenue à toi. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est en train de discuter de la vaisselle de l'Elysée et de son prix. Et on va commenter les questions au gouvernement dans 20 minutes à peu près. D'ici là, il faut qu'on fasse le point sur l'actualité. C'est quand même passé 2-3 trucs depuis hier, notamment une prise d'otage à Paris dans le 10e arrondissement. Prise d'otage, heureusement, qui s'est terminée bien. Les otages ont été libérés et le preneur d'otage a été arrêté. Cette prise d'otage a eu lieu dans les locaux d'une régie publicitaire, notamment qui s'occupe de youtubeurs, qui s'appelle Mixicom, qui est très connu sur YouTube. Et c'est marrant, même si c'est pas marrant du tout. Mais en fait, hier, on était avec des potes youtubeurs, avec Sylvain. Et sur Facebook, on discutait. Et dès qu'on a appris qu'il y avait une prise d'otage, on s'est dit, mais attends, c'est la rue des Petites Écuries, mais attends, c'est au niveau 45, mais putain c'est Mixicom, merde, c'est Mixicom. Et du coup on a tous fait le rapprochement hyper rapidement. On n'a pas lâché l'information avant parce qu'on attendait de vérifier, enfin on attendait d'avoir plus d'informations pour vérifier si c'était effectivement confirmé que c'était bien dans les locaux de Mixicom. Et donc oui, c'était bien dans les locaux de Mixicom, voilà. Mais les copains Squeezie, Cyprien Co n'étaient pas à Paris à ce moment-là, ils sont à l'E3 à Los Angeles. Mais donc voilà, donc il y a bien eu une prise d'otage à Mixicom. Alors apparemment c'est compliqué, hein. Le mec a été arrêté, j'ai pas bien compris ses revendications. Est-ce que c'était du droit commun, est-ce que c'était du terrorisme à tendance islamiste, est-ce que c'était des revendications qui avaient un lien avec Mixicom, ou est-ce que c'était le hasard total que ça se passe à Mixicom. Whatever. Il est rentré à l'hôpital psychiatrique. Il a été admis à l'hôpital psychiatrique? Oui. Ok. Et pourquoi Mixicom? Ouais, c'est ça. Alors, j'arrive pas à savoir si le preneur d'otage a véritablement visé Mixicom ou si c'est le hasard. C'est quoi le logo Acropolis à côté de certains? La chaîne est passée partenaire Twitch. Oui, oui, oui. Oh, putain, ça fait longtemps que t'es pas venu, Azerty. Oui, oui, on est partenaire Twitch. Abonne-toi tout de suite. Tu t'abonnes tout de suite à Acropolis. Tu connais Twitch Prime? Abonne-toi avec Twitch Prime. Abonne-toi à Acropolis. C'est pas terroriste puisque l'individu est inconnu des services de renseignement. Plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, mais problème psy apparemment, aucune revendication politique, donc pas djihadiste, etc. Oui, donc d'accord. C'est pour ça que c'est pas terroriste. Ça je veux bien. Très peu médiatisé dans la même journée. On dirait que les journalistes en fin de sang et d'image choquent pour faire vendre. On appelle BFM. De quoi tu parles? C'est une ligne d'emplacement des otages cachés dans le supermarché. Je ne sais pas. On dirait qu'ils ont compris que c'était mieux de parler LOR lors de la prise d'otage. De peu en parler lors de la prise d'otage. Ah oui, d'accord, tu veux dire sur la faible couverture. Bah si, quand même, il y avait BFM TV, il y avait les chaînes d'infos en continu. Au contraire, pour le coup, BFM a bien montré les forces d'intervention, a bien montré tout ce qui se passait, donc... Non, c'est bon, la couverture était là, pas de souci. Bah, le souci, c'est qu'elle était là, justement. Brut a fait un live dessus aussi. Ouais, c'est Rémi Buzine. Rémi, si tu nous regardes, je te fais des bisous. Rémi Buzine, ouais, qui fait des lives sur les événements comme ça. Donc voilà, donc ça c'était l'information hier, cette prise d'otage, heureusement, qui s'est bien terminée. L'autre information, c'est le RERB qui s'est cassé la gueule, mais ça on en a déjà parlé hier. Il n'y a pas eu de question au gouvernement sur le sujet, mais on verra bien. Ce matin, c'est la gare Saint-Lazare qui était paralysée. Ouais, exactement, mais c'était une panne de signalisation, c'était pas une grève. C'était une panne de signalisation. Donc bon courage à tous ceux qui galèrent dans les trains de la gare Saint-Lazare. Sur l'Aquarius, on en est où? Il en est où l'Aquarius? A priori, direction de l'Espagne. Direction Espagne? Eh bien. Bah c'est bien, il va passer le long des côtes françaises. Nico Rusk vient de s'abonner. Merci beaucoup, Nico Rusk, pour ton abonnement, ça fait plaisir. Sinon, Macron a craché sur les aides sociales qui coûtent beaucoup de pognon. Oui, j'ai vu la vidéo, elle est très intéressante. C'est Macron qui est filmé par son adjointe, enfin par sa collaboratrice qui s'occupe de sa communication, qui est en train de corriger le discours qu'il doit prononcer à la Mutualité française. Bah, ça m'a rappelé des souvenirs, c'est rigolo. À la Mutualité française sur la question notamment des aides sociales. Et donc il est en train d'engueuler ses collaborateurs en disant là, d'ailleurs il leur dit quoi? Votre discours c'est des lasagnes préparées avec de la paella. Donc c'est de la merde. Et en gros, il leur dit voilà ce que je veux vous dire. Et il leur dit en gros que le système social français fonctionne pas parce que il coûte un pognon monstre et il est inefficace. C'est-à-dire que les personnes pauvres restent pauvres.
Les personnes qui deviennent pauvres restent pauvres et personne ne s'en sort de cette pauvreté. Donc c'est un système inefficace et on a besoin de le transformer, de faire moins de curatifs. Et il dit qu'il faut faire de la responsabilisation, etc. Voilà. Tu peux arrêter de taper sur la table, Raphaël, s'il te plaît? Merci. Abonnement qui vient direct de l'Assemblée, c'est le patron député qui régale. Bisous le patron député, j'espère que tu vas bien et que t'es pas trop fatigué parce qu'il paraît qu'en ce moment c'est chaud. Merci Nico Rusk en tout cas. Bah, c'est cool si tu bosses à l'Assemblée. Viens prendre des cafés, viens on discute si tu veux. Sinon Trump a donné des clés de toute l'Asie, du sud-est à la Chine et va probablement provoquer la déflation de toute la région vu que les acteurs nationalistes du coin. Mais bon ça c'est pas très franco-français. Alors oui effectivement j'ai pas très bien compris. Tu m'as parlé chinois du coup pour le coup. Non mais Trump et Kim continuent à discutailler. Kim Jong-un a invité Donald Trump à, à Pyongyang. Donc ce serait fou. Ce serait fou. Une visite d'un président américain à Pyongyang, on n'imagine pas une seconde. Et j'ai vu un truc satirique très très drôle qui disait que c'est une blague, hein, mais que Kim Jong-un proposait d'être un pays de médiation entre les États-Unis et le Canada dans la guerre sur l'acier et l'aluminium. Je trouvais ça très drôle. D'après mon ami sur l'Aquarius, ils sont escortés pour l'Espagne par 2 navires militaires italiens. Ils ont débarqué 500 sur leurs 630 naufragés. Du coup, c'est plus tranquille sur le navire. C'est cool que ça devenait vraiment crevant. News du front marin. Ok, d'accord. Ils les ont débarqués où, du coup, les 500? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, il y a quoi d'autre dans l'actualité? Des questions que vous voudriez poser, vous, au gouvernement? Trump a laissé la Corée du Sud en rase campagne en annulant les exercices militaires en unilatéral et est en train de chier sur le Japon via des tarifs douaniers. Donc il sabre 100% de l'influence modératrice des US dans la région. Ah ouais, non mais ça c'est pas légendaire, hein. Là où Trump passe, l'herbe ne repousse pas. C'est quand même un principe. Oui effectivement, si les États-Unis lâchent le Japon et la Corée du Sud, oh putain, la zone Asie-Pacifique, c'est fou. Trump égale Roundup. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc voilà, hier on a eu une séance de questions d'actualité au gouvernement particulièrement chaude. Ça a gueulé, etc. Mais c'était intéressant, on a parlé de trucs divers et variés. On a beaucoup parlé du biocarburant et de l'importation d'huile de palme avec cette raffinerie de la Med et non pas de la Mecque, contrairement à ce que j'ai dit hier. Rien à voir. Non, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui me suis trompé. Ah, c'était toi à l'oral? Je présente mes excuses. Tu seras licencié. J'espère bien. Bon, des choses. Mais réembauché dans la foulée parce qu'on a besoin de toi. Je prendrai une prime de départ au passage. Oui, voilà. Donc voilà, on parle encore de ce sujet de Med. Non, bah a priori on en a tellement parlé hier que je vois pas pourquoi est-ce qu'on en reparlerait aujourd'hui. On a parlé de l'Aquarius aussi hier beaucoup. Voilà. L'autre actu, c'est que les raffineries ont été Libérées, réouvertes. Suite aux négociations avec Les blocages des dépôts de carburant par les agriculteurs commencent à se lever après les négociations. Ok. D'accord. La loi sur la réforme ferroviaire qui est en passe d'être définitivement adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et demain au Sénat, mais ça on l'avait déjà dit hier, c'est suite à la commission mixte paritaire qui a trouvé un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. La FNSEA a arrêté les blocages très courts donc. J'ai lu l'article très intéressant l'autre jour qui parlait de la vision du monde selon Trump, les néoconservateurs américains qui expliquaient que pour lui le monde c'était les USA versus la Chine et que les autres pays n'avaient que peu d'importance. Ce qui expliquerait son attitude, notamment le protectionnisme, le G7, la RPDC. Ah mais c'est parfaitement vrai, oui. Ouais. Une question à Pénicaud sur l'apprentissage. Ouais, c'est vrai. On a eu une question hier sur la formation professionnelle, enfin non, sur le bac les lycées pro plutôt. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une médiation entre les syndicats et l'État concernant le ferroviaire? Non, enfin, si, il y a eu des discussions et l'État a annoncé qu'il prendrait 35 milliards d'euros de dette de la SNCF à son compte. Voilà. Mais sur la loi elle a été votée et donc l'État va pas changer d'un iota la réforme. Donc oui, non, Azerty c'est extrêmement intéressant. Effectivement, la politique étrangère de Trump est loin d'être absurde. Elle a sa propre logique et effectivement c'est America First et guerre commerciale de tous contre tous quoi.
concurrence. Et d'ailleurs, regardez les déclarations de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium et les négociations avec le Canada et l'Europe, hein. Il est très cohérent dans sa manière de voir les choses. Il dit, attendez, c'est pas compliqué, on a une balance commerciale qui est hyper bénéficiaire dans les pays étrangers, et ça se fait sur le dos des producteurs américains et des emplois américains. Moi, je suis président américain, je suis là pour protéger l'industrie américaine, donc je vous fous des barrières douanières pour que votre acier arrête de tuer notre industrie à nous. En gros, voilà, c'est ça, c'est une politique protectionniste qui du coup va à l'encontre de tout ce qu'a fait les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà. Mais il l'avait dit, hein, Trump, regardez son discours l'année dernière à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était ça, hein, c'était moi j'ai été élu par les Américains pour m'occuper de l'Amérique. Donc le reste du monde, allez vous faire foutre, démerdez-vous. Je suis pas là pour m'occuper de vos industries à vous, je suis là pour m'occuper de mon industrie à moi. Oui, tu as raison, Nibal. Il y a aussi la privatisation de la Française des Jeux, d'Aéroports de Paris et de Engie qui n'ont pas encore commencé à l'Assemblée nationale. Non, effectivement, les débats n'ont pas encore commencé. Pour l'instant, on est dans les premiers arbitrages de Bercy. Mais c'est probablement dans le cadre de la discussion sur le. C'est pas la loi Pacte, ça va être la discussion sur le PLF. La loi Pacte va permettre la vente Des participations de certaines l'État. participations. Ok, d'accord. C'est bloqué sur la Française des Jeux notamment, je crois. Ok, donc c'est bien dans le cadre de la loi Pacte. Ok, donc Et j'ai dit la une connerie. décision de privatisation sera dans le projet de loi de finances Ah, pour l'année prochaine. donc j'avais à moitié raison. Moi, je voudrais une question. Arrête France 4 et diffusion du sport féminin. Ok. Oui, on pourrait poser une question à Françoise Nyssen sur l'audiovisuel public. On a déjà eu ça la semaine dernière, mais why not? Sauf que son raisonnement est totalement con, puisqu'il a 4 fois plus d'emplois qui bénéficient de ces impôts que d'emplois qui produisent du métal, mais bon. Ah non, mais ça, Charles, c'est Trump, hein. On peut faire des parallèles intéressants entre la politique économique américaine actuelle et celle qu'ils avaient dans les années 30. Ouais, 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 ouais. Ouais, suite à la crise de 29. Question à Colomb, l'attentat raté d'Adil Rami sur Mbappé. Why not? Faut voir si Gérard Collomb Ouais, mais ça s'est passé va en faire Russie. preuve d'humanité et de fermeté. C'est plutôt le Drian. C'est en Russie. Ouais, c'est vrai. Je vois que tu boycottes la question sur la Bourgogne, très bien. Une question sur la Bourgogne? De Cowboy Étoile. La politique de Marie-Guite Dufay n'est pas Bourgogne First. C'est la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Brigitte Dufay. Bonjour Marie-Guite. Et elle vient de Franche-Comté. Formidable. C'est pas Bourgogne. Une question sur le budget des protections sociales. Ah ça oui, voilà, là je suis d'accord avec toi. Marx Golan, effectivement, suite à la sortie hier d'Emmanuel Macron qui dit, je cite, que la protection sociale ça coûte un pognon fou, on pourrait avoir une prise de position, une question au gouvernement aujourd'hui. D'autant que cette sortie d'Emmanuel Macron fait suite à la sortie de la ministre des Solidarités, qui a déclaré que toutes les aides sociales pouvaient être discutées. Donc ça ouvre la porte à pas mal de trucs, d'autant que c'est intéressant parce que Emmanuel, dans cette séquence, il faut prendre tous les éléments, hein. C'est pas que Emmanuel Macron qui parle de pognon fou, c'est plus compliqué que ça. Emmanuel Macron qui présente aussi un plan de lutte contre la pauvreté avec le forfait social unique, avec l'expérimentation possible dans certains départements du revenu universel, avec la modification de la méthode de protection sociale d'un système assurantiel et ultra protecteur à un système d'accompagnement et de responsabilisation, pour reprendre le terme. Donc voilà, c'est intéressant. Les mecs qui prennent la moitié de la phrase de Macron pour monter une polémique de toutes pièces. Oui, c'est pour ça, Charles, que je dis précisément qu'il faut sortir. Il faut pas sortir la phrase de Macron de son contexte. C'est-à-dire qu'on est globalement dans une séquence sur la question des minima sociaux, et que d'ailleurs la phrase de Macron est plus complexe que ça. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder toute la vidéo. C'est intéressant de voir un président de la République qui est en train de parler à ses collaborateurs et de les engueuler. On va leur dire c'est de la merde votre discours là, on comprend rien. Un discours c'est tac tac tac. C'est pas le seul à le dire. Il prépare le terrain pour baisser les aides sociales. En fait, la question des aides sociales, elle est pas seulement à la hausse ou à la baisse, c'est plus compliqué que ça. C'est une question de. Tu peux pas résumer la question des aides sociales à la somme d'argent qui est perçue sur le compte en banque à la fin du mois. C'est plus compliqué que ça. C'est une question de dispositif, d'organisation des choses. C'est d'ailleurs tous les débats au moment de la mise en place du RSA, puis de la prime d'activité, etc. Et le forfait social unique aussi, c'est une question extrêmement intéressante, hein. Oui, c'est ça, la phrase exacte de Macron, c'est ça coûte un bras et ça sort personne de la pauvreté. On a créé un système qui maintient les pauvres dans la pauvreté. En gros, c'est un peu ça la critique.
Acropolis, ça bouffe un pognon de dingue. Emmanuel Macron, conseiller Pôle emploi de Jean. Tellement. C'est pas qu'une question de somme, mais pour ceux qui les touchent, ça reste quand même central. Ah bah évidemment, c'est important. C'est important. Il a pas complètement tort. Peut-être. Il faut les responsabiliser, donc on va virer les trappes à pauvreté, les aides et leur faire faire des startups à ces pauvres. Des startups peut-être pas, mais des formations, des requalifications, des... Il y a plein de trucs qui peuvent se faire. Des chaînes de Il y streaming. avait aussi l'initiative Territoire Zéro Chômeur, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là qui était assez intéressant. Territoire Zéro Chômeur, c'était une initiative qui avait été lancée sous Hollande, justement pareil dans des territoires pilotes, qui avaient expérimenté un principe assez simple, c'est de dire, justement ça nous coûte plus cher d'avoir des pauvres qui n'ont pas d'activité avec des minima sociaux, Sur les chômeurs de longue durée. sur les chômeurs de précisément. longue durée, oui voilà. Les chômeurs de longue durée, et donc du coup c'était quoi, toi, Sylvain, tu connais un peu mieux que moi? L'idée, c'est que d'un côté, on a donc des personnes en situation de précarité, il y a des aides sociales, il y a des travailleurs sociaux qui vont aider ces personnes, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour soutenir ces personnes-là. De l'autre côté, il y a des structures, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui auraient besoin de ressources humaines et qui n'en ont pas les moyens. Et du coup, l'idée, c'est que plutôt de donner des aides sociales aux personnes, on va permettre aux structures d'économie sociale et solidaire De les embaucher. d'embaucher des personnes en chômage de très longue durée pour pouvoir développer leur activité et réinsérer les personnes Mm. dans le monde du travail. Et donc de fait avoir zéro chômeur sur un territoire. Et c'est du CDI, c'est pas un Mm. CDD de 6 mois. Oui, c'est pas un contrat aidé à la con dans C'est une ça. assoce où en fait t'es maintenu dans la pauvreté, etc. Euh, Donc voilà, donc c'était ça l'expérimentation territoire zéro chômeur. Donc voilà, une expérimentation encore une fois assez intéressante. Mais d'ailleurs, de manière générale, indépendamment de ce dispositif-là, je trouve ça intéressant que de plus en plus en France ces derniers temps, on expérimente des trucs dans des territoires. Plutôt que d'avoir un rapport qui dit ce truc-là c'est génial, il faut le mettre en place partout en France, comme on a un peu l'habitude de le faire. Là, c'est on va essayer dans un département pendant 3 ans, et à l'issue des 3 ans, on verra ce que ça a apporté, changé, etc. Et Adrien qui est dans le chat qui parle de l'expérience dans le 13e parce que Paris 13 est concerné par cette Oui, Paris 13e, expérimentation. absolument. À partir de quand on est en chômage de longue durée? J'aurais dit 2 ans, mais Bah moi j'arrive aux 2 ans là. Tu penses que Pôle emploi va financer mon poste chez Acropolis parce que c'est plus intéressant plutôt que de continuer à me verser des minima sociaux? Moi j'ai une question pour le ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi un acharnement sur les diplômes professionnels? Je suis en bac professionnel en gestion administration et l'année prochaine il y a 2 classes et demie au lieu de 3 classes complètes. Je sais pas Pauline, il y a combien d'étudiants? Est-ce qu'il y a une baisse, démographique aussi en même temps? Mais on a déjà eu une question hier sur les bacs pro. 40% des gens qui ont droit au RSA ne le demandent pas. Oui, effectivement, il y a le problème du non-recours aussi. Le chômage de longue durée recense les personnes au chômage depuis 12 mois ou plus. Ah, c'est moi. Ok, je suis chômeur de longue durée. C'est cool qu'ils essaient quand même, mais quand Mélenchon en parlait dans son programme, Macron disait que c'était irréalisable. Non, mais sur l'expérimentation, non. Mais t'as raison. Précisons que ce n'est pas tout le très arrondissement, mais un ensemble de quartiers. Oui, 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 bien sûr, les quartiers qui relèvent de la politique de la ville. Hashtag la loi Lamy, tout ça. Comment ça va d'ailleurs la politique de la ville dans le 13e Adrien? Ça en est où sur l'appel à projet? Il n'y a pas de baisse démographique, je pense juste que c'est parce que mon lycée est labellisé lycée métier d'art. Labellisé lycée métier d'art. Ah. Jean, sois entrepreneur de ton chômage et en plus tu es patron de start-up. Non mais j'entreprends mon chômage. Là j'entreprends de me faire verser mon chômage qui d'ailleurs ça y est a été versé. C'est bon. Avec moult jours de retard. Donc j'ai bien été dans la merde mais c'est bon, c'est donc tu versé. m'invites à dîner ce soir? Non. Ok. Non parce que du coup je dois vivre sur ce chômage de merde pendant encore un mois donc non. Il est 15h. Tu travaillais dans quoi avant d'être chômeur? Bah justement je travaillais dans la mise en place de la politique de la ville dans les quartiers populaires de Paris. Donc voilà. Faudrait que j'habite dans le 13e en fait. Je vais demander à Adrien de nous inviter, mais Il faudrait qu'on devienne une structure d'économie sociale et solidaire du 13e. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on a une image, cher Sylvain? absolument. Chers amis, je vous propose qu'on se mette un générique dans les oreilles et dans les yeux et on se retrouve tout de suite en direct de l'Assemblée nationale. A tout de suite.
Chômeurs, bonjour, bienvenue sur Acropolis. On est en direct du Palais Bourbon où va commencer la séance de questions d'actualité au gouvernement. Dans quelques instants, on va entendre donc les questions qui vont être posées par des députés de tous les groupes au gouvernement qui répondra à chacune de ces questions. Voilà, on verra bien ce qu'ils nous ont préparé. Encore une fois, on parle de sujets d'actualité, donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le pipe. Quelle belle mentalité de vouloir gratter, je ne vous félicite pas messieurs. Oh ça va hein. Y en a qui sneak au travail pour mater Acropolis. Oui je sais. D'ailleurs qui est en train de regarder Acropolis au boulot, ça m'intéresse. Dites-moi dans le chat si vous êtes en train de regarder Acropolis dans le cadre de votre boulot, pas dans le cadre de vos révisions, pas dans le cadre de vos études, mais que vous êtes un professionnel en train de bosser. Voilà, ça m'intéresse. Après quand je dis regarder Acropolis, hein, je me comprends, si vous laissez Acropolis tourner sur un onglet sur le côté et que vous laissez juste traîner une oreille distraite, ça m'intéresse. Je connais des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils regardaient Acropolis au boulot. Ah ouais? Ah merde. Moi je taffe chez moi, moi je suis au boulot, moi mais, oui bon d'accord. Chut, le alt-tab est rapide. Je bosse de chez moi, mon patron regarde aussi donc pas moi. J'écoute surtout plus que regarder. Oui non mais la majorité des gens écoutent Acropolis, hein, plutôt que regarder, t'inquiète pas, c'est normal. Le mot révision est censuré. Présent. Ah, c'est intéressant, vous êtes nombreux, ok. On est 3 assistants parlementaires à écouter ça en fond quand on bosse. Ah, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup plus d'assistants parlementaires qui regardent Acropolis que seulement vous 3. Hein. Mais du coup, gros bisous aux gens qui bossent à l'Assemblée nationale et qui regardent Acropolis. Moi, en mode radio, je travaille chez moi, en direct de l'Université de Bourgogne. Ok. Bonjour, ça n'a pas commencé. Si, ça y est, ça commence. Vous voyez à l'image le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui va s'asseoir au perchoir et qui va dire la séance est ouverte. Attention. La séance est ouverte. Merci François, c'est exactement ton texte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question est posée par Madame Valérie Rabault. Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le patrimoine, c'est une cause nationale. C'est le cœur politique de la nation, son identité, ce qui nous rend fiers. Cette phrase est signée du Président de la République le 31 mai dernier. Elle concernait le patrimoine culturel, mais nous la faisons nôtre aussi pour le patrimoine économique et social de notre pays. Or, depuis 24 heures, qu'il s'agisse du Président de la République ou de votre gouvernement, vous balayez cette cause nationale d'un revers de la main. Concernant le patrimoine économique de la France, le ministre de l'économie annonce plusieurs privatisations, dont celle d'Aéroports de Paris. Il déclare, je le cite, que l'État n'a pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles à la place des actionnaires. Comme si Aéroports de Paris était uniquement une entreprise concurrentielle. Aéroports de Paris est un actif stratégique de la puissance publique. Il est la clé de la porte de Paris. C'est un levier de politique économique. Vous ne pouvez donner les clés de Paris à un acteur privé. Si cela devait arriver, la France deviendrait une exception en Europe. Tous nos partenaires européens, eux, l'ont compris. Ils gardent la main sur leurs grands aéroports qui sont détenus à majorité par la puissance publique. Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste qui s'oppose vertement à la privatisation annoncée d'Aéroports de Paris. Je précise que Valérie Rabault, donc c'est la présidente du groupe Les Républicains, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, le groupe qui s'appelle Nouvelle Gauche, et qu'elle est membre de la commission des affaires, la commission des finances pardon, de l'Assemblée nationale. Et c'est une très grande spécialiste de la commission des finances. Elle a été rapporteuse générale du budget en 2014. Qui résulte des cadeaux fiscaux que vous avez accordés aux plus aisés. Mais cette impasse ne saurait vous autoriser à brader le patrimoine économique et social des Français. Aussi, Monsieur le Premier ministre, mon groupe vous le demande solennellement. Il vous demande de respecter le patrimoine des Français, renoncer aux privatisations annoncées hier et à la découpe de notre socle social. Valérie Rabault, donc, qui demande la protection du patrimoine économique des Français, donc non à la privatisation d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux, etc. Et comme c'est une présidente de groupe, c'est le Premier ministre qui lui répond en personne. Vous m'interrogez en une question et vous soulevez finalement beaucoup d'interrogations, à la fois sur le patrimoine économique, sur le patrimoine social. Je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éléments de réponse. D'abord, peut-être pour aborder le deuxième point que vous avez évoqué, la question du patrimoine social. Notre objectif n'est en rien, Madame la Présidente, de revenir sur... C'est la première fois qu'une femme préside un groupe parlementaire non loustique. Il y a eu une coprésidence du groupe écologiste, si je ne dis pas de bêtises, avec François de Rugy et Barbara Pompili à l'époque. Faire en sorte
que nous nous posions systématiquement la question, nous et vous, de savoir si ce qui constitue ce patrimoine social est efficace. Car on peut, sur un banc, clamer patrimoine social, patrimoine social, patrimoine social, comme d'autres à d'autres époques clamaient l'Europe, l'Europe, l'Europe. La vérité, Madame la Présidente, c'est que l'interrogation qui consiste à se demander si le dispositif tel qu'il existe, les financements qui lui sont accordés tels qu'ils existent, est efficace et atteint l'objectif recherché est une question saine et une question que vous-même, Madame la Présidente, vous êtes souvent posée. Car vous savez très bien que cette exigence d'efficacité et d'adaptation à des situations nouvelles est impérieuse. C'est ma première réponse. Et c'est dans cet esprit strictement que nous nous interrogerons sur les aides sociales, comme sur d'ailleurs les aides aux entreprises. Sur toutes les aides de l'État, l'important n'est pas de savoir si la valeur absolue est la bonne, s'il faudrait plus ou s'il faudrait moins. La question est de savoir si ça marche. La question est de savoir si ça atteint l'objectif qui est fixé. C'est bien plus intelligent comme question, Madame la Présidente. Et ce qui me surprend, Madame la Présidente, c'est que vous-même, dans des années récentes, vous êtes posé cette question, a été une des actrices de cette culture et de cette interrogation. Édouard Philippe, qui fait référence évidemment au précédent quinquennat où Valérie Rabault jouait un rôle central dans l'architecture des budgets. Et effectivement, elle posait la question de l'efficacité des dépenses publiques. Édouard Philippe qui donc fait une réponse assez intelligente, je trouve, à la présidente Valérie Rabault en lui disant arrêtez de défendre le patrimoine pour le patrimoine, l'important c'est de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Madame la Présidente, je renonce à imaginer que chacun puisse... Mais ayez, s'il vous plaît, l'obligeance de bien vouloir écouter ce que j'essaie de vous répondre. Je dis donc, Madame la Présidente, qu'un patrimoine, ça se valorise. Et que lorsque une grande partie d'un capital est immobilisée dans une entreprise, ça peut être parfaitement utile de le conserver. Et on peut aussi imaginer de faire varier cette participation dans des conditions qui seront évidemment définies par la loi pour faire en sorte de mobiliser ce patrimoine et de s'en servir pour constituer un nouveau patrimoine ou pour financer de nouveaux investissements. Lorsqu'il s'agit, Madame la Présidente, de financer par exemple un fonds d'investissement dans l'innovation, aller chercher du capital pour mobiliser ce capital et permettre le développement d'entreprises innovantes qui vont nous aider à franchir les barrières technologiques qui permettent à la France de créer des nouvelles richesses, ça n'est pas rien. Ces respirations du secteur public en termes de capital, vous les connaissez. Elles ont été pratiquées sous tous les quinquennats, sous tous les mandats. En 2013, il me semble me souvenir en 2013 que la majorité précédente avait procédé à des cessions d'actifs. Merci Vazo pour ton resub, alors qu'Édouard Philippe rappelle que quand Valérie Rabault était pas au gouvernement mais dans la majorité socialiste, elle a bien elle-même participé à des cessions d'actifs du gouvernement. Cessions d'actifs, c'est-à-dire que le gouvernement lâche certaines de ses parts et de ses participations dans des grandes entreprises. La volonté claire de permettre le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat et l'idée de mobiliser les actifs là où ils sont le plus utiles. Et je terminerai d'un mot pour dire que le système actuel, s'agissant d'Aéroports de Paris, n'est pas un système qui permet le contrôle total de l'emprise. Et vous verrez dans le projet de loi qui sera proposé à la discussion de l'Assemblée nationale que le mécanisme qui est retenu permettra, au terme d'une quasi-concession, à la puissance publique de reprendre la totalité du contrôle de cet aéroport. Merci. Édouard Philippe qui a donc fait une réponse extrêmement précise à la présidente Valérie Rabault. Il ne veut pas laisser un poil de terrain sur ce sujet-là. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Une tragédie humaine se noue actuellement en Méditerranée, à bord de l'Aquarius. Ce nouveau drame, évité de justesse, nous rappelle à quel point il est de notre devoir d'apporter une solution concrète et durable à cet enjeu. Les autorités italiennes ont réagi très vivement à des critiques qu'elles ont considérées comme injustifiées. Elles ont ainsi fait valoir les efforts mis en place pour faire face aux flux migratoires illégaux et mettent en cause l'absence de solidarité de l'Union européenne en général et de la France en particulier. Pourquoi ils ont crié « Oh non », c'était des députés de l'opposition qui n'aiment pas la ministre chargée des Affaires européennes. Alors qu'en vérité, elle met à jour l'indispensable renforcement de la politique migratoire européenne et prend les États européens à défaut sur leur capacité à agir dans l'unité, l'humanité et l'efficacité. Les réactions consternées ne suffisent plus.
La proposition faite par l'Espagne est un geste humanitaire, mais elle ne peut remplacer une solution durable consistant à organiser les secours au plus proche et surtout à agir en amont. Pouvez-vous, Madame la Ministre, préciser les actions que le gouvernement et le président de la République entendent conduire pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux, humanitaires d'abord, mais aussi politiques, puisque l'absence de maîtrise concertée des flux migratoires fait le lit des mouvements populistes et anti-européens au sein même de notre continent. Laetitia Saint-Paul, qui est députée du Maine-et-Loire, c'est une députée extrêmement intéressante puisqu'elle est officier de l'armée de terre. Et c'est la première fois de l'histoire de la 5e République qu'il y a une femme militaire d'active qui a été élue députée. Et donc elle pose une question à Nathalie Loiseau sur la réponse européenne au drame des migrants et plus spécifiquement à la question de l'Aquarius. C'est élégant. Apparemment, Nathalie Loiseau, quand elle a été appelée à prendre la parole, a eu une réflexion dégueulasse de la part de l'opposition de droite. Messieurs les députés, chapeau. Madame la députée Saint-Paul, la France a pleinement pris la mesure du défi auquel l'Italie est confrontée depuis plusieurs années, face à des arrivées massives de migrants et de demandeurs d'asile. Depuis l'arrivée du gouvernement français l'année dernière, nous avons fortement augmenté les relocalisations de demandeurs d'asile depuis l'Italie, au point que la France est aujourd'hui le 2e pays européen à accueillir des demandeurs d'asile relocalisés. Aux côtés de l'Italie, nous envoyons des missions, des officiers de protection de l'OFPRA pour les aider dans l'examen de leurs demandes d'asile. Avec l'Italie, nous participons. L'OFPRA, c'est l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. Pour lutter contre des demandes d'asile. Les trafiquants d'êtres humains et contre les trafiquants d'armes. Nous sommes également présents avec l'Italie dans l'opération Thémis pour venir en aide à leurs gardes-côtes et à leurs gardes-frontières. Toujours avec l'Italie, nous œuvrons à stabiliser la situation en Libye, sans laquelle il n'y aura aucune action efficace contre les trafiquants d'êtres humains. C'est encore avec l'Italie, avec l'Espagne, avec l'Allemagne et avec les pays de transit que le président de la République a organisé en août dernier une rencontre pour faire en sorte que les demandeurs d'asile n'aient plus besoin de traverser la Libye et la Méditerranée lorsqu'on est sûr qu'ils sont en besoin immédiat de protection. Nous avons mis en place un système qui permet d'examiner les demandes d'asile depuis le Niger, depuis le Tchad, et nous nous sommes engagés à prendre 3000 demandeurs d'asile en besoin manifeste de protection. Nous emmenons l'ensemble de l'Union européenne. Nathalie Loiseau qui essaye de recoller les morceaux avec l'Italie en disant que la France travaille avec l'Italie. Ça tranche évidemment avec les déclarations qu'on a entendues ces dernières 24 heures, notamment d'Emmanuel Macron. J'ai entendu tout à l'heure, avant que Madame la Ministre intervienne, quelque chose qui ne devrait pas avoir sa place dans notre hémicycle. J'ai pas entendu la phrase. Ici sur les réseaux sociaux où des gens se cachent derrière un courageux anonymat pour insulter les uns et les autres. Nous sommes dans l'hémicycle, les uns et les autres font valoir leurs arguments, peuvent prendre la parole pour le faire et n'ont pas besoin de s'abaisser à cela. Monsieur Herbillon, vous avez la parole. Merci monsieur. Gros rappel à l'ordre de François de Rugy sur la discipline et en même temps gros taquet aux réseaux sociaux. Depuis son élection, le président de la République a multiplié les voyages à l'étranger. Avec 46 déplacements, il a visité plus de pays que tous ses prédécesseurs. Il y a un député Les Républicains qui aurait dit c'était nul à propos de la question qui a été posée par Laetitia Saint-Paul. Macron voulait convaincre que la France était de retour sur la scène internationale à grand renfort d'opérations de communication bien huilées. Mais voilà, au bout d'un an, on cherche en vain les résultats positifs. La complicité affichée avec Donald Trump, avec son lot d'accolades, de tapes sur l'épaule et de belles photos sur papier glacé, n'a pas eu, c'est le moins que l'on puisse dire, les effets escomptés. Emmanuel Macron nous avait assuré qu'il réussirait à convaincre Donald Trump de respecter l'accord de Paris sur le climat. Échec. Il devait le convaincre de ne pas se retirer de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Échec. Le fiasco du G7 a montré que la diplomatie des embrassades a fait long feu. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les États-Unis durcissent leurs barrières douanières et imposent à nos entreprises leur législation extraterritoriale. Sur l'Europe, le président paraît bien isolé. Sa volonté bienvenue de la refonder est aujourd'hui au point mort. Il n'a pas su convaincre nos partenaires européens
Et la chancelière d'Allemagne vient de doucher les ambitions françaises en apportant des réponses plus que timides à toutes les propositions d'Emmanuel Macron. Au Moyen-Orient, alors que la situation se dégrade, nous peinons à identifier le rôle que la France entend jouer dans la région. Le président de la République répète à l'envi qu'il fonde son action sur l'efficacité et les résultats. Eh bien, au bout d'un an, sur le plan diplomatique, clairement, les résultats ne sont pas là. Les agitations, les incantations et la communication ne font pas une politique étrangère. Face à ces échecs répétés, pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie diplomatique de la France qui se trouve aujourd'hui gravement Michel Herbillon, qui dénonce la politique étrangère de la France en accusant très fortement Emmanuel Macron d'être relativement nul et de n'avoir aucun résultat. Je précise que Michel Herbillon, il est membre du bureau politique des Républicains. Monsieur le Président. Et il est vice-président de la métropole du Grand Paris. On écoute Jean-Baptiste Lemoyne. Lafayette, nous voilà. On se souvient de ce mot prononcé par un officier américain en 1917 qui illustre l'intensité de l'amitié entre les peuples français et américains. Maintenant, cette amitié n'empêche pas des différends qui peuvent exister, des nuances d'appréciation sur un certain nombre de dossiers géopolitiques. Nous avons, de ce point de vue, le président de la République a été constamment à la manœuvre pour faire en sorte que l'unité européenne soit maintenue dans un certain nombre de dossiers aussi importants que le nucléaire iranien. Oui, c'est l'Europe qui permet de garantir le fait que cet accord continue à produire des effets. Et c'est heureux, parce que nous devons lutter contre la prolifération nucléaire. En matière de climat, il ne vous a pas échappé que le président de la République, quelques minutes après que le président Trump ait annoncé son retrait de l'accord, s'est lui-même exprimé pour redire l'engagement de la communauté internationale tout entière pour cet accord. Et d'ailleurs, la communauté internationale a souscrit un certain nombre d'engagements. Et oui, rappelez-vous, c'était le fameux discours « Make our planet great again ». Et puis, juste après l'annonce par Trump d'avoir refusé de rester dans l'accord de Paris. Nous considérons que les réponses qui sont apportées par les États-Unis ne sont pas de bonnes réponses, parce que ce n'est pas l'escalade de tarifs douaniers qui permettra de régler les problèmes. Et donc, le président de la République a annoncé que nous allions travailler d'arrache-pied avec tous nos partenaires pour refonder l'OMC, pour faire en sorte qu'il y ait enfin des règles qui s'appliquent, qui soient respectées, y compris par nos amis chinois, qui parfois ne sont pas au rendez-vous pour lutter contre les surcapacités. Donc oui, la France, elle est en initiative, toujours, tout le temps. Jean-Baptiste Lemoyne qui essaye de décrire une action française pour l'unité européenne face aux États-Unis dans cette guerre douanière et sur la question des différents accords sur le nucléaire iranien, d'accord de Paris sur le climat. Pas facile hein, le travail de Jean-Baptiste Lemoyne. Géraldine Bagnier. Merci Monsieur le Président. D'abord un mot de solidarité pour la commune du Genêt-Saint-Île, commune mayonnaise, dont l'école a été récemment ravagée du fait des intempéries. Ma question est adressée au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la pénurie d'enseignants se confirme à l'heure des admissibilités au concours. Cette année encore, le nombre d'admissibles laisse d'ores et déjà prévoir un nouveau déficit d'enseignants. Non, elle n'a pas dit mayonnaise, elle a dit mayonnaise, la Mayenne. Encore d'enseignants dans certaines académies comme Créteil et Versailles. Pour le secondaire, la situation n'est pas meilleure. On compte 1770 admissibles au CAPES de mathématiques pour 1183 postes. 1390 admissibles en lettres modernes pour 1040 postes. 105 admissibles en lettres classiques pour 183 postes. Au total, plus de 10 000 postes n'ont pas été pourvus dans le secondaire entre 2008 et 2015. La Cour des comptes, dans son référé du 4 juin, recommande de changer la place du concours de recrutement avec des épreuves d'admissibilité en fin de licence et des épreuves d'admission fondées sur des enseignements de professionnalisation en cours de première année de master. Vous y avez répondu favorablement, indiquant l'ouverture d'un chantier spécifique de réflexion sur le pré-recrutement. Mais cela suffira-t-il? Il faut impérativement que la société entière se saisisse du problème et qu'à nouveau chacun accorde sa confiance au monde enseignant. Je n'ai vu dans l'immense majorité des cas tout au long de ma carrière que des enseignants consciencieux, déplacés souvent jeunes, loin de leur région d'origine, très volontaires et conscients de leurs responsabilités face à des publics à qui ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Comment, dès lors, Géraldine Bagnier qui fait un véritable
triomphe aux enseignants dans sa question. Géraldine Magnier, elle est elle-même enseignante, elle est prof de français et elle tire la sonnette d'alarme sur le déficit d'enseignants. Il y a des postes qui sont ouverts au concours, mais il n'y a pas assez de candidats admissibles. Le plus beau métier du monde. Et je précise qu'elle vient de la ville de Courbeveille, qui est une ville qui a pris très cher dans les intempéries, d'où sa première référence de son mot de solidarité avec l'école de cette ville, je crois. Jean-Michel Blanquer. Madame la députée Bagné, la question que vous soulevez est très importante. C'est une question française, c'est aussi une question mondiale. Tous les systèmes scolaires du monde, ou presque, souffrent de ce phénomène de manque de candidats au concours d'enseignants ou de manque de candidats au poste d'enseignants. C'est évidemment un diagnostic que nous devons partager, mais nous devons surtout avoir des préconisations concrètes au lendemain d'un rapport de l'OCDE dont vous avez souligné l'existence sur ce sujet. D'abord, sur la question du constat. Ce que vous avez dit est évidemment juste, et la situation est à peu près stagnante depuis plusieurs années. Chaque année, c'est un peu plus de 12 000 personnes qui réussissent les concours du premier degré. Et d'ailleurs, la question du premier degré est moins inquiétante que celle du second degré, puisque nous parvenons à pourvoir à peu près tous les postes de cette façon, avec des difficultés dans l'Académie de Créteil et dans l'Académie de Versailles, mais nous sommes capables d'ouvrir des concours externes qui nous permettent de répondre aux besoins. S'agissant du second degré, le problème se pose tout particulièrement dans certaines disciplines, en France comme dans d'autres pays du monde, particulièrement pour les mathématiques et les sciences. C'est donc une stratégie de court terme, de moyen terme et de long terme que nous devons avoir pour recréer l'attractivité du métier enseignant. Alors comment on fait ? Elle passe par la plupart des mesures que j'ai l'occasion de vous exposer ici, mais elle passera d'abord et avant tout par l'évolution du recrutement et de la carrière des enseignants en France. C'est un chantier que nous sommes en train d'ouvrir, c'est un chantier sur lequel je réinterviendrai tout au long de l'année, qui passera notamment, et en ligne d'ailleurs avec les préconisations de l'OCDE, par un renforcement du pré-recrutement, une capacité à accompagner dès après le baccalauréat et en tout cas après la licence, les futurs professeurs, de façon à ce que les vocations soient encouragées. Il y a aussi une dimension qui engage toute la société française, et donc vous toutes et vous tous, c'est l'esprit de confiance que nous manifestons vis-à-vis des professeurs, comme le montrait Jean-Michel Blanquer qui tease un petit peu des annonces qu'il fera bientôt suite effectivement à ce rapport de l'OCDE sur la formation initiale et continue des enseignants. Il y a un vrai sujet d'attractivité des métiers de l'enseignement, que ce soit dans le primaire ou le secondaire. Je rappelle que le primaire, c'est l'école maternelle et élémentaire, alors que le secondaire, c'est le collège et le lycée. On écoute Marine Brenier. Au Premier ministre. Samedi, pour la première fois depuis les attentats du 14 juillet, a eu lieu un feu d'artifice à Nice. Un moment plein d'émotions pour tous les Niçois. Chaque jour, les associations de victimes des attentats font un travail remarquable d'accompagnement et de soutien aux personnes dont les vies ont été bouleversées par le terrorisme islamique. Sommes-nous à la hauteur des difficultés qu'ils rencontrent? Cette question doit nous interpeller en tant qu'élus, en tant que citoyens de la République. La Nation poursuit jour après jour son travail de mémoire. Cependant, les difficultés que rencontrent nos concitoyens sont toujours très présentes au quotidien. Elles ressurgissent parfois douloureusement. À Nice, nous avons ainsi constaté que la détresse psychologique se manifeste parfois subitement après plusieurs années, y compris chez les enfants. Il est nécessaire de faire face aux besoins accrus des services hospitaliers, d'allouer davantage de moyens en pédopsychiatrie pour améliorer la prise en charge des traumatismes infantiles liés aux attentats. Il est également nécessaire de revoir les conditions d'attribution des aides qui sont hélas en décalage avec la réalité que vivent ces familles. Je pense aux conjoints qui doivent attendre l'âge de la retraite pour bénéficier de la prime de victimes civiles de guerre. Je pense aussi aux enfants dont l'avenir doit être notre préoccupation collective. Ne rajoutons pas à la douleur émotionnelle et parfois physique le souci financier. Alors même que vont se tenir à Nice la semaine prochaine les 32e assises de France Victimes, n'est-il pas grand temps de reconnaître aux conjoints de victimes du terrorisme un statut propre à leur situation? N'est-il pas grand temps d'éviter les complications auxquelles les familles se retrouvent confrontées? Enfin, Monsieur le Premier ministre, ne faudrait-il pas revaloriser et simplifier la procédure d'indemnisation dont peuvent bénéficier les familles victimes, les blessés physiques, l'autre député de Nice. Alors que Marine Brenier pose sa question, Marine Brenier, ancienne présidente des Jeunes Républicains, actuelle membre du conseil municipal de Nice, proche de Christian Estrosi, et qui pose une question sur l'indemnisation des victimes de terrorisme. On écoute Nicole Belloubet. Mesdames les députés, messieurs les députés, Madame la députée Brenier, vous soulevez évidemment une question complexe liée à l'attentat de Nice, qui est un attentat qui
a des caractéristiques particulières, au-delà du nombre effroyable de victimes. D'une part, certaines des personnes se sentent victimes plusieurs mois après la survenue de cet attentat. Lorsque je me suis rendue à Nice il y a quelque temps, les associations Montjoie et Promenade des Anges accueillaient encore, plus de 18 mois après l'attentat, de nouvelles personnes qui se considéraient comme victimes. D'autre part, vous avez raison de le dire, les enfants méritent une prise en charge tout à fait particulière, puisqu'ils doivent être accompagnés sur le long terme avec des séquelles ou des préjudices qui parfois se révèlent dans le long terme. C'est la raison pour laquelle, depuis le mois de novembre dernier, nous avons revisité l'instruction interministérielle liée à la prise en charge des victimes et établi un plan qui me semble adapté pour assurer cette meilleure prise en charge. Parmi les mesures qui ont été adoptées, nous avons d'une part mis en place des comités locaux d'aide aux victimes qui réunissent l'ensemble des acteurs qui prennent en charge les victimes dans la durée. D'autre part, pour réagir à l'immédiateté, nous avons décidé que les cellules d'urgence médico-psychologiques seraient présentes immédiatement. C'est ce qui s'est déroulé au moment de l'attentat de Trèbes et qui me semble être une mesure efficace. D'autre part encore, nous accompagnons les victimes dans leur retour à l'emploi et la déléguée interministérielle aux victimes a signé une convention avec Pôle emploi pour prendre en charge individuellement les personnes qui sont en mesure de reprendre un emploi. Sur les questions que vous évoquez, c'est-à-dire sur les questions d'indemnisation, je me rendrai moi-même aux Assises de France Victimes la semaine prochaine et donc je prendrai en compte les demandes qui nous seront formulées. Un dialogue très apaisé entre Nicole Belloubet et Marine Brenier qui d'ailleurs, voilà, le groupe Les Républicains applaudit la réponse de la garde des Sceaux qui a répondu très précisément sur ce qui était mis en place pour accompagner les victimes et leurs proches. Monsieur le ministre d'État, il y a une semaine, le sud de l'Eure était balayé par des orages d'une violence inouïe. Vous vous êtes rendu sur place, tout comme votre collègue Sébastien Lecornu, et au nom des habitants, des élus locaux, des forces de l'ordre et de secours, je tiens à vous remercier chaleureusement. L'Eure, département touché, a pu enregistrer mardi dernier, en l'espace de 2 heures, un cumul de plus de 100 millilitres de pluie, soit l'équivalent de 2 mois de précipitations. La situation fut dramatique. Les pompiers sont intervenus plus de 300 fois pour mettre les habitants en sécurité, alors même que certains d'entre eux avaient leur maison inondée. C'est pourquoi je pense utile de rendre hommage ici au dévouement des élus locaux et au courage des forces de l'ordre et de secours qui, partout où la situation l'exige, sont mobilisés. Ces dernières heures, des intempéries ont de nouveau touché le pays tout entier, provoquant de nombreux dégâts. Ce sont des communes entières qui sont touchées, des infrastructures routières et ferroviaires interdites à la circulation, voire même détruites. Dans certaines zones, la détresse des habitants est totale. Le bilan matériel est très lourd, avec de nombreuses habitations, commerces et bâtiments publics touchés. Le bilan humain est également très lourd, puisque nous déplorons malheureusement le décès de 3 personnes. C'est la question sur les intempéries du jour, vous savez, les fortes pluies et les inondations qui s'en sont suivies. Séverine Gibson, donc, qui parle de son département, en particulier l'Eure. Je précise, donc elle pose une question à Gérard Collomb, elle ne l'a pas précisé elle-même. Et avant, elle travaillait dans le domaine des assurances. Elle était experte. Aussi. Elle était experte en certification et donc la question de la couverture par les assurances, notamment des risques météorologiques, c'est un truc qu'elle connaît bien. Ces derniers jours, disposez-vous d'un calendrier à communiquer afin de rassurer les élus locaux et habitants? Députée, la parole est à monsieur Gérard Collomb. Et donc c'est Gérard Collomb qui va répondre, le ministre de l'Intérieur, sur cette question de l'indemnisation, notamment, et de l'accompagnement du maire général des territoires fortement touchés par les intempéries. Député Gibson. Comme vous l'avez indiqué, je me suis rendu la semaine dernière dans le département de l'Eure. Je m'y suis rendu d'ailleurs à la demande de mon collègue Sébastien Lecornu, qui était pris à l'Assemblée nationale et qui m'a demandé d'aller voir ce qui se passait. Et vous avez raison, Madame la députée, ce que nous avons vu ensemble. Pourquoi il gueule? Était un spectacle impressionnant, avec des gens en profonde détresse. Alors oui, tout comme vous, je veux rendre hommage
à toutes celles et à tous ceux qui étaient alors mobilisés, élus locaux à qui je veux rendre hommage, sapeurs-pompiers volontaires qui étaient mobilisés. Bon, c'est sur le grand moment, applaudissements pour les services sur le terrain qui font du travail formidable, etc. Étaient sous l'eau et qui allaient porter secours à celles et ceux qui étaient le plus atteints. Alors oui, la solidarité nationale sera à la hauteur des attentes de la quasi-totalité de nos départements, puisqu'aujourd'hui, les 3/4 des départements français ont été atteints. Et ce qui se passe en ce moment dans les Hautes-Pyrénées, dans le département des Landes, est quelque chose de terrible. Alors nous allons faire des commissions spéciales, comme vous l'avez indiqué, d'indemnisation des catastrophes. Gérard Collomb qui se fait troller quand il dit on va faire des commissions spéciales et t'as tous les députés qui attendent des moyens qui font ah bah c'est sympa, merci les commissions. D'ores et déjà, nous en avons programmé 2 autres, les 3 et 17 juillet prochains. Merci. Oui, la solidarité nationale sera à la hauteur de la détresse d'un certain nombre d'habitants. La parole est maintenant à monsieur Meyer Habib. Meyer Habib qui prend la parole. Il va parler de quoi? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, crucifions les laïcards. Marianne est une femelle tatouée. Les Blancs sont des démons, des cochons d'aucune moralité. Voici quelques perles du rappeur Médine programmé en octobre au Bataclan. Oui, au Bataclan. 90 jeunes ont été massacrés le 13 novembre par la barbarie djihadiste. Des centaines de blessés, des familles brisées à jamais. Vice-président de la commission d'enquête, j'ai à l'esprit cette reconstitution, minute par minute, de la tuerie, ces témoignages bouleversants des survivants. Monsieur le ministre, la programmation de spectacles au Bataclan, quasiment 3 ans, jour pour jour après l'attentat, est intolérable, indécente et scandaleuse. Hier d'ailleurs, une avocate des victimes en a demandé l'annulation. De grâce, réveillons-nous. Comment un rappeur qui s'autoproclame islamo-racaille, qui pose avec un t-shirt portant la mention djihad, avec un sabre en guise de J, pourrait se produire au Bataclan? Médine véhicule un imaginaire islamiste, communautariste et anti-républicain. Il renie la laïcité, publie des quenelles comme son ami Dieudonné, défend la polygamie et attise la violence sur fond de haine de la France. Marine Le Pen qui les jeunes acquiesce méritent bien mieux. Ce discours de Meyer Habib contre Médine. Ne n'est délinquant, djihadiste, raciste ou antisémite. Tout est dans l'éducation et la culture. Mais il existe un terreau favorable à ces dérives et Médine en fait partie. Ces textes ne sont pas contestataires, ils sont un défi à notre modèle républicain. Ces valeurs pour lesquelles le colonel Bertram a sacrifié sa vie. Monsieur le ministre, je vous le dis avec gravité, la liberté de création, la liberté d'expression, la liberté culturelle auquel je suis attaché autant que vous, s'arrête là où l'intégrité de notre République est en péril. Meyer Habib, le député UDI qui représente les Français de l'étranger sur la partie méditerranéenne Est et notamment des Français en Israël. Meyer Habib, c'est un député qui est particulièrement en pointe sur les combats contre l'antisémitisme, l'antisionisme et contre le djihadisme. Et donc il s'émeut aujourd'hui de la programmation au Bataclan du rappeur Médine. Monsieur le député, la parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et c'est Gérard Collomb qui va lui répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, j'entends et je partage votre indignation face à certains textes choquants du rapport Médine. Rappeur. On ne peut qu'en condamner la teneur. Alors, il y a, comme vous l'avez dit, la liberté de création. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que peuvent avoir de tels propos sur des esprits fragiles, sur un certain nombre de nos jeunes. Et donc, nous condamnerons toujours ce qui appelle à la haine, ce qui appelle à la division. Et avec Monsieur le Premier ministre, nous essayerons toujours de rassembler là où un certain nombre veulent diviser. Oui, vous l'avez dit, le Bataclan, souvenons-nous, 90 personnes, jeunes et moins jeunes, ont trouvé la mort
Alors, nous ne sommes pas maîtres de la programmation du Bataclan, mais comme vous le savez... Ah, l'extrême droite qui a l'air de souhaiter que le gouvernement organise la programmation du Bataclan. Peu dans les limites de et effectivement, Gérard Collomb qui rappelle que c'est s'il y a trouble à l'ordre public que le préfet pourra interdire le spectacle. Nous verrons d'ici le mois d'octobre, mais nous saurons toujours, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, prendre nos responsabilités. Ah, on en revient au débat sur le rap dans l'hémicycle. Toujours des grands moments. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Didier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Bien, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, cette semaine se tient à Cherbourg les assises nationales des énergies marines renouvelables. À cette occasion, un appel de différents acteurs a été lancé pour donner une nouvelle dynamique à ce secteur. Vous le savez, notre pays s'est engagé à produire, à horizon 2030, 40% de son électricité à partir d'énergies renouvelables, dont un quart d'énergie marine produite par les éoliennes et les hydroliennes. Les collectivités locales, les ports, les armateurs, tous les acteurs économiques et industriels du secteur sont pleinement mobilisés pour le succès de cette filière. À la clé, bien évidemment, ce sont des centaines d'emplois non délocalisables qui seront créés dans nos régions littorales. Pourtant, l'Observatoire des énergies de la mer souligne dans sa dernière note que la pérennité de la filière est clairement menacée alors qu'elle réclame plus que jamais stabilité et visibilité. En effet, au moment où je vous parle, des projets d'éolien posés en mer, engagés depuis une dizaine d'années, sont menacés, tandis que l'éolien flottant est lui aussi en recherche d'opportunités. De la même manière, le secteur de l'hydrolien connaît également les mêmes incertitudes. À ce sujet, Monsieur le ministre, il y a 6 mois, le 20 décembre dernier, ici même, je vous avais interrogé sur la suppression de 100 postes par la société Naval Énergie, filiale de Naval Group. Mais oui, c'est bien ça. C'était Didier Legac qui avait déjà soulevé cette question-là, la question de l'hydrolien, mais surtout de l'éolien en mer. Vous savez que la France n'a toujours pas de champ d'éoliennes en mer, même s'il y a des projets qui sont dans les cartons, et c'est un vrai sujet. Didier Legac, qui est le vice-président du groupe d'études sur l'amiante, mais il est surtout secrétaire du groupe d'études sur le littoral. Didier Legac, qui est un ancien conseiller en insertion professionnelle et en formation continue. L'énergie, la PPE est en cours. Je souhaiterais connaître aujourd'hui quels engagements chiffrés, visibles, clairs et concrets le gouvernement entend prendre pour le soutien de la filière des EMR dans notre pays. Merci. Merci. EMR, énergie marine renouvelable. Il s'appelle Didier Legac et non pas le GRAC, excusez-moi. Et donc il donne l'occasion à Nicolas Hulot de prendre la parole sur l'éolien. On écoute Nicolas Hulot. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Legac, en 2030, vous l'avez rappelé, les énergies renouvelables devront représenter 40% de notre consommation d'électricité, ce qui veut dire qu'on doit changer d'échelle et maintenant massifier le développement des énergies renouvelables en essayant de faire évidemment les meilleurs choix et notamment en privilégiant celles qui sont à maturité technologique. C'est dans cette perspective que le gouvernement, vous le savez, a lancé une négociation sur les 6 parcs en projet d'éolien offshore. Et nous allons d'ailleurs nous réunir avec le Premier ministre dans quelques jours à ce sujet. En effet, les coûts de cette technologie ont baissé fortement au cours des dernières années et nous souhaitons que l'État, qui est totalement engagé pour le développement de cette filière, évidemment, puisse bénéficier de ces économies pour lancer encore plus de projets. Vous m'interrogez aussi sur le devenir de l'hydrolien qui vise à produire de l'électricité à partir de l'énergie de courant et qui a cet intérêt d'être très prévisible en termes de production d'énergie. L'État accompagne... Ah oui, parce que quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ça marche pas. Par contre, il y a toujours du courant, donc l'hydrolien ça marche tout le temps. La maturité technologique. Et les premiers démonstrateurs qui ont été installés et soutenu par l'État, qu'il s'agisse du prototype exploité par EDF au large de Paimpol-Bréhat, conçu par Naval Énergie, ou de l'hydrolienne Sabella, immergée depuis 1 an, n'ont été que partiellement convaincants. Des fonds sont prévus dans le PIA et via un tarif d'achat pour une ferme pilote dans le Raz-Blanchard. Et c'est le projet Normandie Hydro porté par EDF qui représente 50 millions d'euros d'aide à l'investissement avec une aide au fonctionnement sous la forme d'un tarif d'achat de 200 € le mégawattheure. Mais les coûts de production des hydroliennes présentés aujourd'hui par les professionnels
apparaissent, il faut en convenir, très élevés, même à long terme et même par rapport à l'éolien offshore. On doit donc envisager des appels d'offres commerciaux, continuer la recherche et le développement de ces technologies en accompagnant les différents acteurs. Ouais, c'est intéressant ce que dit Nicolas Hulot. En gros, c'est pas une solution miracle, c'est hors de prix de faire des fermes hydromarines et les résultats des expérimentations sont pas non plus ouf. Donc on va débloquer des fonds, on va voir, mais une étude complémentaire. Monsieur Gabriel, c'est très compliqué à financer ces grands projets d'investissement sur l'énergie. Gabriel Serville. Solidaire, Montagne d'Or. Derrière ce nom qui résonne comme une promesse se cache la plus grande mine d'or jamais envisagée en France. Un projet d'une telle envergure qu'il ferait entrer dans l'ère industrielle une Guyane minée par un chômage endémique qui atteint même 34% à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, mais voilà. Ah merde, Gabriel Serville qui parle de la Montagne d'Or, du projet de mine d'or en Guyane. Écologiques, sanitaires et économiques. Dans l'ère industrielle, une Guyane minée par un chômage endémique qui atteint même 34% à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, mais voilà. Derrière les annonces mirobolantes pourraient se profiler des désastres écologiques, sanitaires et économiques. Sur le plan économique d'abord, c'est moins de 1% des recettes potentielles qui reviendraient aux collectivités locales, c'est-à-dire moins que ce qui est prévu par les législations minières de nombreux pays sous-développés et victimes du pillage de leurs ressources par des multinationales. Par ailleurs, notre environnement risque de souffrir du déversement de plusieurs tonnes de cyanure par jour. Cela est d'autant plus inquiétant qu'un arrêté du mois d'août 2017 est venu instaurer un véritable droit à rejeter davantage de cyanure totaux dans la nature. Cela est inadmissible quand on sait que 40% des enfants du Haut-Maroni sont intoxiqués au mercure. Incompréhensible également lorsque 9 Antillais sur 10 sont empoisonnés au chlordécone dont on a aspergé la Martinique et la Guadeloupe dans le silence assourdissant de l'État. Les Guyanais, qui souffrent déjà du mercure utilisé par l'orpaillage illégal et aussi des rejets de tonnes de produits toxiques à chaque lancement de fusée, demandent aujourd'hui que soit appliqué le principe de précaution. Ma position n'a rien d'idéologique car je suis favorable à une industrialisation de l'économie guyanaise, mais pas... Ouais, c'est intéressant, Gabriel Serville qui dit « Attendez, moi je veux bien qu'il y ait des emplois en Guyane, je veux bien qu'on réfléchisse à des projets industriels, etc. Mais là, la Montagne d'Or, ça pollue à mort et en plus, les retombées économiques pour les gens du coin sont quasiment nulles, donc ça n'a aucun intérêt. » Je vous demande solennellement, Monsieur le ministre d'État, de prendre un moratoire sur l'utilisation du cyanure et de recueillir l'avis des Guyanais par voie référendaire sur ce projet qui risque de marquer à tout jamais leur territoire. Comme aux Antilles, et comme dans tant d'autres régions du monde, en pareilles circonstances, l'histoire pourrait ne jamais nous pardonner de ne pas assumer aujourd'hui notre pleine responsabilité. Je vous en remercie. Donc, Gabriel Serville qui pointe un désastre écologique à venir et qui demande donc un moratoire. Un moratoire, c'est-à-dire on fait une pause et on en discute. De la transition écologique et solidaire. Et c'est Nicolas Hulot qui va lui répondre. Le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Serville, vous me voyez soulagé qu'un député de la Guyane ne cède pas spontanément au miroir aux alouettes. Et vous avez raison, on ne se posera pas suffisamment de questions avant de se prononcer sur ce projet et les mises en garde que vous évoquez doivent être prolongées et instruites. Les impacts environnementaux, les bénéfices économiques, à mon avis, nous avons intérêt à remettre tout cela à plat. Je le dis fort d'un retour de Guadeloupe et de Martinique où, comme vous l'avez dit, soi-disant au bénéfice de l'économique, nous avons laissé faire, notamment la prolongation de l'utilisation de chlordécone pendant des années avec les dégâts que vous connaissez. J'étais hier aux côtés des Guadeloupéens et des Martiniquais, notamment pour un plan d'action sur les sargasses. Essayons de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors soyons clairs, sur la Montagne d'Or, un débat public est en cours. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, car contrairement au passé, aucune décision n'est prise. On doit d'abord écouter les citoyens, leurs inquiétudes. Parallèlement, nous devons instruire, à travers un certain nombre de missions, les bénéfices économiques qui sont proposés, mais qui méritent d'être regardés dans le détail, mais surtout les impacts environnementaux. Et en parallèle, vous le savez, Monsieur Serville, la Guyane souffre de terribles conséquences de l'orpaillage illégal qui déverse, vous l'avez dit, mercure et cyanure en toute clandestinité dans les l'orpaillage illégal, ce sont les contrebandiers qui, en Guyane, vont chercher de l'or et rejettent beaucoup de cyanure. Mais malgré les difficultés, comme le président de la République l'a demandé en Guyane en octobre dernier, nous allons relancer de manière ambitieuse la lutte contre l'orpaillage illégal en mobilisant de manière plus forte et plus cohérente l'ensemble des services. C'est intéressant la réponse de Nicolas Hulot. C'est ni oui ni non à ce que dit le député. Vous avez raison, il faut qu'on soit plus objectif sur les retombées économiques de ce projet de Montagne d'Or et surtout qu'on voit clairement quelles vont être les retombées écologiques. Merci, Monsieur le Ministre.
La parole est à Monsieur Jean-Pierre Cubertafond. Du Mercure aussi, oui. Monsieur un peu le comme. Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, le 23 mai, la mission Volontariat sapeurs-pompiers vous a remis un rapport présentant des solutions concrètes et ambitieuses pour favoriser le recrutement des pompiers volontaires, les fidéliser et reconnaître leur engagement citoyen. Grâce à ces propositions, l'objectif est de franchir au plus vite le seuil des 200 000 hommes. Cet objectif est ambitieux, certes, mais il est nécessaire. Comme beaucoup le savent, les sapeurs-pompiers volontaires forment le socle du modèle français de secours et de gestion des crises. Ce constat est d'autant plus vrai que les territoires ruraux où les volontaires représentent la quasi-totalité des effectifs. De plus, au-delà d'assurer la viabilité du système de secours, les pompiers volontaires sont l'incarnation d'une certaine idée de l'engagement républicain, alors que nous connaissons une récurrence et une aggravation des crises. Les SPV, sapeurs-pompiers volontaires, incarnent une société de l'engagement. Il y en a parmi vous qui sont sapeurs-pompiers volontaires? Résiliente. Or, les SDIS souffrent aujourd'hui de difficultés pour recruter les SPV et plus particulièrement des volontaires disponibles en pleine journée. Les services d'incendie et de secours sont confrontés, en effet, à des ciseaux entre la stagnation de leurs effectifs et l'accroissement continu de leur sollicitation opérationnelle, du fait notamment de leur ancrage dans les territoires et de la rapidité de leur réponse aux besoins de protection des populations. Les milieux ruraux, comme mon département de la Dordogne que vous avez récemment visité, et je vous en remercie au nom de mes collègues, viennent d'être fortement touchés par les intempéries de cette semaine. Je pense entre autres aux communes de Bira et de Bussac. Les pompiers se sont une nouvelle fois retrouvés en première ligne. Monsieur le ministre, vous allez cette année présenter un nouveau plan de volontariat pour les sapeurs-pompiers. Je souhaiterais connaître les pistes que le gouvernement entend favoriser au sein de ce plan. Jean-Pierre Cubertafond, qui est retraité de l'industrie pharmaceutique, qui pose une question sur les sapeurs-pompiers volontaires. On a besoin de sapeurs-pompiers volontaires, le gouvernement veut recruter plus. Qu'est-ce que vous prévoyez pour attirer les gens vers le volontariat Mesdames et messieurs chez les pompiers? Monsieur le député Jean-Pierre Cubertafond, nous venons de le souligner. Dans les épisodes que nous connaissons, les sapeurs-pompiers volontaires jouent un rôle tout à fait déterminant. Et on a parlé dans les inondations dans l'heure. Vous avez raison. Aujourd'hui, l'on voit que nous avons un certain nombre de difficultés pour recruter de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons, par les mesures qui ont été prises dans les dernières années par le dernier gouvernement, réussi à stabiliser les effectifs à 194 000. Mais cela, comme vous l'avez dit, n'est pas aujourd'hui suffisant. Alors, dès mon arrivée à Beauvau, j'ai demandé à une mission parlementaire composée de M. Fabien Matras, lui-même ancien sapeur-pompier volontaire, et à Mme Troenlé, sénatrice, de pouvoir faire un certain nombre de propositions. Ils ont indiqué un certain nombre de sources qui permettraient de faire en sorte d'augmenter le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. La mobilisation d'un certain nombre de jeunes dans les quartiers populaires, où peut-être cela permettrait de redonner un cadre de rigueur. La féminisation du cadre des sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de femmes engagées. Enfin, c'est vrai ça. Les pompiers volontaires sont sous la juridiction de quel ministre, Intérieur ou Défense? Bah écoute, il me semble que c'est l'Intérieur, puisque c'est Gérard Collomb qui répond. Nous travaillons avec les entrepreneurs parce que, comme vous le savez, lorsque aujourd'hui les sapeurs-pompiers volontaires sont en service, leurs entrepreneurs acceptent le ministre, de les libérer. Nous allons donc... La parole donc... est à Monsieur Adrien Morenas. Et oui, c'est 2 minutes le temps de réponse. Adrien Morenas qui prend la parole à son tour. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. J'aurais aimé y associer mon collègue Julien Aubert, absent ce jour car trop occupé à de futures échéances électorales pour se soucier de ce problème. Monsieur le ministre, le 5 mai... Adrien Morenas qui met un taquet dans la tête de Julien Aubert qui n'est pas présent dans l'hémicycle. Les importations de cerises en provenance de Turquie.
Il y a 2 ans, dans un souci de santé publique, la France interdisait le diméthoate pour nos producteurs de cerises, ne lui autorisant en retour que 4 Ah ouais, ça les députés du groupe de Julien Aubert ne veulent pas laisser passer ça. efficaces. Mettre un taquet dans la tête d'un député absent de l'hémicycle, c'est un truc... Déjà mettre un taquet dans la tête d'un collègue dans les questions au gouvernement, c'est rare. Alors que vous voyez, voilà, le groupe Les Républicains qui veut pas laisser passer ça. On est en train de vivre peut-être un incident de séance. Ils ont consenti à modifier leurs habitudes malgré une perte importante de productivité. Et voilà, vous voyez les députés Les Républicains qui décident de boycotter la fin de cette séance de questions au gouvernement. Le 5 mai dernier, leur président Christian Jacob qui est en train de quitter l'hémicycle. Sur le territoire national, vous avez autorisé l'importation d'un produit ne remplissant pas les conditions de la clause de sauvegarde. Je tiens à rappeler ici que la Turquie produit 800 000 tonnes de cerises par an, soit 20 fois plus qu'en France. C'est dingue. Monsieur le ministre, mon département, le Vaucluse, fournit 50% de la production nationale. En plus, Adrien Morenas, il est suppléant de Brune Poirson. Donc il est devenu député quand Brune Poirson a été nommé au gouvernement. Et voilà, vous voyez cette image très très rare d'un incident de séance où, en tout cas pour les QAG, c'est très rare, un groupe décide de quitter l'hémicycle pour protester contre les propos qui viennent d'être tenus par Adrien Morenas, qui au début de sa question a fait remarquer que Julien Aubert n'était pas présent et qu'il était en train de courir après un mandat local. Je vous invite, mesdames et messieurs les députés, à poser vos questions sans interpeller un collègue qui n'a pas la possibilité de répondre. Et je vous invite également, mes chers collègues, à faire preuve de calme. Nous entendons tous, tour à tour, des choses qui nous écorchent les oreilles, moi le premier, et nous devons bien accepter la diversité des opinions dans cette assemblée. François Drugy qui est un peu dans la merde parce qu'il vient de faire un rappel à l'ordre d'un député Les Républicains qui avait fait une sortie au début de la séance, et là c'est un député En Marche, donc de la majorité, qui vient de sortir une grosse connerie qui a provoqué le départ de tout un pan de l'hémicycle. Merci de votre question qui permet de rétablir un certain nombre de vérités sur ce dossier des cerises provenant... Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ah non, c'est le site de l'Assemblée nationale qui merde. Aubert étant revenu, je peux donc répondre. La parole est à monsieur Stéphane Travert. Voilà, on reprend la séance au moment où Stéphane Travert répond. Voilà. Merci Monsieur le Président, Monsieur Adrien Morenas. Merci de votre question qui permet de rétablir un certain nombre de vérités sur ce dossier des cerises provenant... Non mais laisse, hein, définitivement le site de l'Assemblée nationale a un bug. On va bien voir. Désolé, hein, on n'y peut rien, c'est le service, le site internet de l'Assemblée nationale. En raison des risques aigus mis en évidence par l'ANSES chez les enfants. Et cette année, la Turquie a été autorisée à exporter de nouveau des cerises vers la France. Pourquoi ? Parce que l'utilisation du diméthoate n'est plus autorisée en Turquie. C'est un peu le bordel, hein, niveau image. Apparemment, les députés Les Républicains sont en train de revenir dans l'hémicycle, c'est ça? En Turquie est soumis à une prescription qui est délivrée par un ingénieur régional reconnu. Ah, Julien Aubert qui est de retour dans l'hémicycle. L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est donc fortement encadrée. En début d'année, nous avons reçu les autorités turques qui ont mis en place un plan de contrôle qui permet de garantir l'absence d'utilisation de diméthoate sur les cerisiers, et la Turquie s'est engagée à nous transmettre les résultats à la fin de la saison de production. 196 inspecteurs sont mobilisés en Turquie et j'ai demandé à ce que des contrôles soient menés à l'arrivée sur les cerises en France, et si un résultat positif était avéré, l'importation des cerises serait... Bon, et pendant ce temps-là, on ne parle pas du coup du sujet qui sont l'importation des cerises. À ce jour, 142 visites, 12 prélèvements ont été effectués et aucune anomalie n'a été constatée. Aucune cerise, je le dis bien, aucune cerise traitée au diméthoate ne franchira la frontière nationale, je vous le dis et je vous l'affirme. Cela illustre aussi, monsieur le député, le combat que la France mène à Bruxelles sur toutes les formes de distorsion de concurrence, et c'est un point sur lequel je me félicite, qui nous a permis cette nuit d'aboutir à un accord avec les jeunes agriculteurs. Alors on va resynchroniser l'image pendant ce temps-là, rassurez-vous. Petite intervention technique. Ouest de Strasbourg où le projet... Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre Nicolas Hulot. Monsieur le ministre, je ne peux plus vous qualifier de ministre de la transition écologique. Vous acceptez sans broncher que la sortie du glyphosate ne soit pas inscrite dans la loi, laissant les lobbies de la chimie continuer à diffuser leurs pesticides et décider de notre santé. Vous validez les projets de bétonnage généralisés
comme le grand contournement ouest de Strasbourg ou le projet Europa City que votre collègue, le ministre Mézard, tente d'imposer sur 300 hectares de terres agricoles pour le plus grand bonheur du groupe Auchan. Vous regardez sans frémir se dessiner une programmation pluriannuelle de l'énergie où tout scénario de sortie du nucléaire a été gommé. Sans doute faites-vous confiance aux philanthropes d'EDF et d'Orano. Vous soutenez sans réserve le projet de poubelle nucléaire Cigéo à Bure, sur lequel l'Andra a déversé des millions d'euros de subventions pour acheter les consciences d'élus et le silence des habitants. 130 ans de suivi assuré pour cet enfer nucléaire, alors que les déchets radioactifs le sont pour des milliers d'années. Là encore, le lobby du nucléaire a su vous convaincre. Enfin, vous abdiquez sans regret sur la déforestation, que ce soit en Guyane avec le projet minier de la Montagne d'Or ou en permettant l'importation de plus de 300 000 tonnes d'huile de palme pour la raffinerie de l'Amed au profit de Total, mais sans doute aussi pour aider votre collègue Le Drian à vendre quelques avions Rafale à l'Indonésie. Par votre décision, les grands singes et toute la biodiversité des forêts primaires sont condamnés à la disparition. Et au passage, vous validez C'est un peu dur de dire que c'est de la faute de Nicolas Hulot si les grands singes sont en train de mourir. Plutôt que nourrir les gens. Alors ma question est simple et bienveillante, Monsieur le Ministre. Prendrez-vous ombrage si à l'avenir je pose ces questions de transition écologique et d'environnement directement à Bayer, Vinci, Auchan, Orano, Dassault Aviation ou encore Total, qui sont les vrais décisionnaires. Loïc Prudhomme qui vient de faire une charge en règle contre le ministre Nicolas Hulot en disant qu'il ne servait à rien et qu'il avalait les couleuvres. Technicien à l'INREA, l'Institut National de Recherche Agronomique, il est président du groupe d'études alimentation industrielle à l'Assemblée Nationale. Et c'est Nicolas Hulot qui va lui répondre directement. Je peux me soumettre à beaucoup d'exercices, mais vous répondre sur autant de caricatures en 2 minutes, je préfère qu'on le fasse dans un autre format. Je ne vais... Et croyez-moi, l'autosatisfaction dans le domaine de l'écologie, ce n'est pas mon genre. Parfois même, quand je nous regarde, je me désole. Mais quand je me compare, je me console. Parce que souvent, au niveau européen, la France est leader sur beaucoup de sujets. Je prends un simple exemple sur le glyphosate. Vous avez oublié l'essentiel. Sans l'intervention de la France, sans ma propre intervention, l'Europe repartait pour 10 ou 15 ans de réutilisation sans autre préconisation. Standing ovation de la part d'En Marche. Lorsque Nicolas Hulot rappelle que c'est sous son intervention qu'effectivement l'Europe s'arrêtera à 3 ou 5 ans, je crois 5 ans, de glyphosate. C'est que dans 3 ans, nous allons sortir du glyphosate. Et derrière le glyphosate, ce seront toutes les molécules que les nouvelles méthodologies nous auront permis de vérifier ou pas leur toxicité. Nous changeons d'échelle. La différence, c'est qu'avant, on mettait tout sur le tapis. Maintenant, j'ai tout posé sur la table et nous prendrons nos responsabilités. Quant à mon bilan, je le ferai en toute objectivité, en temps voulu. Ferna, merci pour ton abonnement alors que toute la majorité soutient Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui est la cible d'une attaque en règle de la part de la gauche de l'hémicycle. Vous avez entendu la question de Loïc Prudhomme qui était sans réserve sur Nicolas Hulot et sur son rôle au sein du gouvernement. Nicolas Hulot qui s'est vertement défendu notamment sur son bilan sur le glyphosate en disant qu'en gros c'est grâce à lui qu'on sortira en 3 ans du glyphosate au lieu de 10 ou 15. Je voudrais simplement commencer mes propos par une adresse à Julien qui est venu me voir ici à l'Assemblée. Comme beaucoup d'enfants, quelle triste leçon de démocratie nous lui avons offerte tout à l'heure. Voilà, j'arrête là. Il aurait fallu 72 heures pour que l'Europe trouve une solution à l'errance de l'Aquarius en Méditerranée. 72 heures de roulis qui nous ont donné le mal à l'Europe, à nous les amoureux de l'esprit et de l'idéal européen. Comment, dans ces conditions, l'Europe qui peine à répondre au sauvetage de 630 passagers sera-t-elle en capacité d'aborder en ordre et en mesure l'immense défi que pose le rapport démographique de l'Afrique à l'Europe, 2,5 milliards d'Africains face à 450 millions d'Européens en 2050. Comment sera-t-elle en mesure de réguler les flux migratoires, de combattre efficacement les mafias de passeurs, d'obtenir de la part des États africains une meilleure collaboration dans la lutte contre ce nouvel esclavagisme? Hier, vous avez répondu à des questions. Je souhaite que nous poursuivions la conversation en nous donnant tout d'abord des nouvelles des passagers, en précisant les moyens qui seront mis en œuvre par la France pour compléter l'action espagnole dans le port de Valence. Merci de nous préciser les propositions que le gouvernement français fera pour améliorer la coordination du sauvetage en mer entre les États membres et celle qu'elle portera lors du futur Conseil européen.
Vincent Ledoux, c'est le secrétaire national des relations internationales du parti, en l'occurrence l'UDI si je ne dis pas de bêtises. Il est professeur agrégé d'histoire-géographie, il exerce dans le secondaire et d'ailleurs il a été prof de Gérald Darmanin, je trouve ça très drôle. Danemark et Autriche, qui prendra la présidence tournante de l'Union européenne le 1er juillet, envisage d'installer à l'extérieur de l'UE de grands centres de transit pour migrants en attente d'expulsion. Pouvez-vous, dans ces conditions, Madame la Ministre, nous faire un point sur la feuille de route de la France lors des prochaines grandes rencontres européennes? Je vous remercie. Merci. Voilà, une question assez générale où il demande au gouvernement de faire un point sur ce qui va être défendu au Conseil. Et c'est Nathalie Loiseau, notamment en question d'immigration et d'accueil des réfugiés, qui va lui répondre. Monsieur le député Ledoux, il me semble qu'il y a deux aspects à votre question. Le premier, c'est la réponse immédiate à une situation d'urgence à caractère humanitaire, le secours apporté aux passagers de l'Aquarius. Sur ce premier aspect, les règles sont claires. Les secours en mer consistent à débarquer les passagers dans le port sûr le plus proche. Ces règles doivent être appliquées. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous le regrettons, comme l'a regretté SOS Méditerranée. Alors oui, l'Espagne a consenti un geste à la fois humanitaire et de solidarité européenne. Nous avons proposé à l'Espagne d'envoyer des officiers de protection de l'OFPRA pour pouvoir prendre en charge les passagers de l'Aquarius. Voilà pour la réponse à une situation d'urgence immédiate. Mais plus largement, l'Europe, et en particulier l'Italie, est confrontée depuis plusieurs années à un afflux massif de migrants. Et disons la vérité, l'Europe n'a pas suffisamment aidé l'Italie. Nous devons faire beaucoup plus. Nous devons réviser le règlement de Dublin pour faire en sorte de mieux accueillir... Nathalie Loiseau qui reconnaît d'une certaine manière que l'Italie se retrouve seule en première ligne pour gérer des afflux de migrants. Évidemment, les bateaux pleins de réfugiés qui arrivent en Europe en partant de Libye, ils arrivent très souvent sur les îles italiennes ou à Malte. Et en particulier, renforcer les effectifs de Frontex. Nous devons lutter plus efficacement contre les passeurs. La semaine dernière, au Conseil de sécurité des Nations Unies, non, la France ne donne pas de leçons à l'Europe, Eliadus. Nathalie Loiseau reconnaît que l'Europe, à l'Italie, pardon, Nathalie Loiseau reconnaît que l'Europe n'a pas suffisamment aidé l'Italie et que du coup elle s'est retrouvée dans la merde. Agir bien davantage à destination des pays d'origine, et c'est au niveau national et européen. Monsieur Thomas Gassilou. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Madame la Ministre, le 30 mai dernier, la Commission de la Défense nationale et des Forces armées a autorisé la publication d'un rapport rédigé avec mon collègue Olivier Betsch et moi-même sur les enjeux de la numérisation des armées. Nous y montrons qu'avec la course au calcul intensif, le big data, l'intelligence artificielle, l'impression 3D ou encore l'Internet des objets, la révolution numérique ne fait que commencer. Pour nos armées, elle va induire des changements au moins aussi fondamentaux que ceux qui ont suivi l'invention de la poudre ou la maîtrise du nucléaire. Et j'ai encore constaté ce matin, lors de la visite du salon Eurosatory, cette tendance à la numérisation globale. Dans ce contexte, il me semble important de rappeler que la qualité de nos troupes reste fondamentale. Et la France peut être fière de ses soldats, aviateurs et marins qui s'engagent chaque jour pour sa sécurité. Il faut également conserver notre capacité à mener de grands programmes structurants sur le temps long. Mais désormais, l'enjeu consiste, à nos yeux, à mener de manœuvres complémentaires. D'une part, investir davantage dans la recherche très en amont pour développer avec le civil et parfois à l'échelle européenne des produits et services sur la base d'innovations de rupture. Mais aussi, d'autre part, réformer nos procédures d'acquisition pour que nos armées puissent s'approprier plus vite les technologies disponibles et pouvoir davantage faire confiance à nos PME qui sont nos champions de demain. Thomas Gassilou qui gère une entreprise de SS2I, SS2I bon, c'est l'intégration numérique à la limite, peu importe, il a aussi une entreprise de télécom filaire et il pose une question suite à la remise d'un rapport sur les enjeux de la numérisation des armées. Messieurs les députés, monsieur le député, qu'il a remis le numérique est partout dans notre quotidien. Et donc il pose une question à la ministre des Armées sur la numérisation. Et les technologies progressent à vive allure, elles changent chaque mois. Et l'innovation dans l'armée. Vous le savez bien, je voudrais saluer la grande qualité du travail que vous avez produit avec votre collègue Olivier Betsch. L'innovation, ça n'a rien d'un gadget.
Ce n'est même pas une option, c'est une nécessité absolue. C'est de la langue de bois pour toi, Azerty, la notion de temps long et de structuration? Un renforcement majeur de l'effort du ministère des Armées en faveur de la recherche et de la technologie, avec une progression d'un tiers, c'est considérable, des moyens consacrés aux études amont qui seront portés à 1 milliard d'euros à partir de 2022. Grâce à ces moyens, ce sont donc les études qui vont permettre la définition des systèmes d'armement structurants du futur, tels que le système de combat aérien du futur, tels que le char de combat du futur, ou bien encore le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Alors pour relever tous ces défis, évidemment, il ne faut se priver d'aucun talent. Nous allons donc nous tourner résolument vers les PME, vers les start-up. C'est le sens même du plan d'action PME que j'ai présenté il y a quelques semaines. C'est aussi le sens du dispositif rapide ou encore du fonds d'investissement d'Efinvest que nous avons constitué avec la DGA et BPI France. DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement et BPI, c'est la Banque Publique d'Investissement. Dont j'ai décidé la création pour fédérer ces dispositifs et animer nos efforts d'innovation. Alors l'innovation dans ce ministère, ce sont aussi les processus d'acquisition. Il nous faut des processus plus simples, une capacité d'adaptation constante de nos programmes, et c'est pour le permettre que j'annoncerai très prochainement une modernisation de la DGA. Monsieur le député, nos armées ne peuvent attendre, elles ne peuvent Direction Générale de l'Armement, c'est pas ce que j'ai dit, Charles? Vous me trouverez toujours à vos côtés. En tout cas, Florence Parly, donc ministre des Armées, qui, et c'est vrai qu'elle le dit depuis qu'elle a été nommée ministre des Armées, il y a un enjeu énorme à l'innovation et au soutien aux technologies de rupture, aux innovations de rupture dans l'armée. À Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes et de l'Action publique. La semaine dernière, à grand renfort de communication, 13 départements, dont le département de l'Aude où je suis élu, tous dirigés par des majorités socialistes, ont affiché la volonté d'expérimenter le revenu de base. Je salue la volonté de ces collectivités territoriales d'utiliser la possibilité que nous offrons de l'expérimentation locale. Oui, il y a 13 départements qui vont expérimenter le revenu de base, dont la Seine-Saint-Denis, je crois. Déclaration que j'ai pu entendre. C'est bien. En effet, on va voir si ça marche. L'expérimentation ne va pas, d'après moi, dans le sens de l'histoire. En premier lieu, celle de la nécessité de réformer notre système d'aide sociale pour un État qui protège efficacement. La logique d'un État qui distille des aides sans accompagner les bénéficiaires est dépassée. Il n'est pas question de plus ou moins d'aide, il est question de mieux aider. En second lieu, notre ambition est le travail pour tous. Dans les deux cas, cette expérimentation, tout au moins comme elle est présentée, s'en éloigne. Dans ce cadre, il serait facile de tomber dans la caricature en résumant cette annonce comme un soubresaut du programme de Benoît Hamon et ainsi le balayer d'un revers de main. Pour autant, je ne m'y résigne pas, car nos concitoyens qui sont aujourd'hui en difficulté méritent mieux. Ils méritent mieux qu'une annonce qui ressemble plus à une manœuvre politique qu'à une réelle volonté de traiter les difficultés des Français et surtout de construire la France de demain. C'est vachement intéressant cette question d'Alain Pereira parce que du coup ça vient en écho à ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans la vidéo qui a beaucoup circulé hier sur le fait que, je cite, les aides sociales ça coûte beaucoup de pognon et c'est inefficace. Alain Pereira qui s'en prend aux 13 départements qui veulent expérimenter le revenu de base en disant qu'ils sont d'une autre logique, que c'est pas du tout ça l'avenir et que le revenu de base est de la même logique qu'avant, l'État-providence qui donne du pognon sans accompagner et sans responsabiliser les bénéficiaires. Il me semble important que vous puissiez, devant la représentation nationale, fixer un cap sur ce dossier. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on est en train de faire venir à l'Assemblée nationale le débat sur le revenu universel. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et du coup, c'est l'occasion pour Olivier Dussopt, ancien socialiste, de parler de cette expérimentation. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pereira, deux remarques avant de répondre à votre question. La première remarque pour d'abord souligner qu'il ne s'agit pas là d'une expérimentation de revenu universel. Il s'agit plutôt là d'une expérimentation du revenu de base qui s'appuie sur la fusion, le rapprochement de différentes allocations versées par les départements. Il y a jusqu'à 18 scénarios qui ont été évoqués et 2 sont plus particulièrement examinés, il nous semble, à la fois la fusion du RSA et de la prime d'activité et par ailleurs la fusion du RSA, de la prime d'activité et des aides au logement. La deuxième chose et la deuxième remarque qu'il faut porter avant de répondre sur la question et l'orientation du gouvernement, c'est que, comme vous l'avez rappelé, tant le principe de libre administration que d'expérimentation autorise les départements à mener cette expérimentation-là. Il autorise avec 2 réserves ou 2 conditions. La première est de respecter la loi et de respecter les lois qui encadrent le versement des allocations individuelles de solidarité aux bénéficiaires sans remettre en cause
les critères d'éligibilité à ces mêmes allocations. La deuxième, c'est que le principe de libre administration amènera ces 13 conseils départementaux à assumer l'intégralité de leurs choix, y compris les conséquences budgétaires de telles décisions. Et ce sera notamment valable lorsque nous aurons à examiner le périmètre des dépenses de fonctionnement dans le cadre de la contractualisation sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ah oui, d'accord. L'État et les collectivités. Oui, donc Olivier Dussopt, il est assez clair avec les départements. Écoutez, vous voulez expérimenter un truc, faites-le. Par contre, je vous préviens, d'une, vous respectez la loi, et de deux, vous assumez les conséquences budgétaires de vos conneries. Ou plutôt sans contrepartie. Sans contrepartie, nous n'y croyons pas parce que nous croyons justement à l'accompagnement vers le travail. Nous avons la conviction qu'il faut protéger les plus fragiles. Protéger les plus fragiles, c'est revoir des minima sociaux, et nous l'avons fait avec l'allocation adulte handicapé, comme avec ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Protéger les plus fragiles, c'est aussi améliorer le taux de recours, pour faire en sorte que celles et ceux qui ont droit aux allocations puissent y avoir accès, et ainsi ne pas être gênés par la complexité des règlements. Par contre, nous avons la conviction que toutes celles et ceux qui peuvent travailler, qui peuvent retrouver de l'autonomie, de la dignité, de l'émancipation par le travail, doivent être accompagnés, et l'absence de contrepartie n'est pas une méthode pour cela. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions. Ouais, effectivement, elle est là. En fait, il est là l'enjeu. C'est la question des contreparties au fait de toucher des minima sociaux. Extrêmement intéressant cette séance de questions actualité au gouvernement. On a encore parlé de beaucoup de sujets différents. Il y a surtout eu un incident de séance, comme on dit, un esclandre qui s'est passé. En fait, il faut revenir sur toute la séance pour comprendre ce qui s'est passé. Au début de la séance, il y a eu une députée En Marche qui a posé une question. C'est celle qui était militaire. Hop là là là. Celle qui était militaire, qui s'appelait, et effectivement c'était pas une grande oratrice, mais à la limite on s'en fout, c'est pas vraiment le truc. C'était avant Michel Herbillon, c'était Laetitia Saint-Paul qui a posé une question, et à la fin de sa question, il y a un député Les Républicains qui a gueulé, c'était nul, qu'il a gueulé ça en lui répondant. Et au moment où Nathalie Loiseau descendait, Nathalie Loiseau s'est tournée vers le mec Les Républicains en disant bah bravo, c'est vraiment élégant, comme ça de se lancer des invectives entre députés sur la qualité ou pas d'une question. À la fin de la réponse de Nathalie Loiseau, le président François de Rugy a fait un rappel en se tournant vers la droite en disant que franchement ce genre de réflexion comme ça lancée comme si on était sur Twitter, ça n'a pas sa place dans l'hémicycle. Il y a eu un tonnerre d'applaudissements de la majorité En Marche à ce moment-là pour appuyer ce que disait François de Rugy. Donc déjà il y avait une petite tension dans l'hémicycle. Et plus tard dans la séance, il s'est passé autre chose. C'est au moment où cette fois-ci un député En Marche a commencé sa question. Député En Marche qui s'appelait... attendez, je retourne dans la liste. Tac. C'était Adrien Morenas. Adrien Morenas qui a commencé sa question en disant voilà, je vais vous poser une question. En l'occurrence, c'était sur quoi sa question? Oui, c'était sur les cerises. Sur les cerises de Turquie. Sur les cerises de Turquie et leur traitement aux pesticides. Et en général, les députés, quand ils commencent une question et qu'ils veulent associer d'autres de leurs collègues à la même question, parce que c'est un sujet sur lequel ils ont... Enfin, merci Monsieur le Président, mesdames et messieurs mes chers collègues, je voudrais poser une question à tel député et j'associe à ma question tel et tel collègue. Et là, il a commencé sa question, Morenas, en disant j'aurais voulu associer à ma question Julien Aubert qui est un des vice-présidents des Républicains d'ailleurs, je crois, enfin qui était voilà. Mais mon collègue Julien Aubert n'est pas là, il est actuellement attiré par d'autres, par des échéances électorales locales, etc. Genre le mec commence sa question par un énorme taquet dans la gueule d'un de ses collègues députés qui n'est même pas présent dans l'hémicycle pour pouvoir lui répondre, etc. Et du coup il enchaîne sa question après avoir ricané, il enchaîne sa question pour parler des cerises de Turquie. Et du coup t'as tous les députés Les Républicains qui le regardent en mode non mais t'es sérieux là d'allumer un de nos collègues alors qu'il est même pas là. Et du coup les députés Les Républicains ils ont fait un incident de séance, c'est-à-dire qu'ils sont levés en disant bah, franchement si c'est comme ça autant se barrer de l'hémicycle. Et ils se sont cassés, c'est ça un incident de séance. Les députés Les Républicains qui ont décidé de ne pas laisser passer cette invective direct. Et du coup François de Rugy, le pauvre, qui déjà on le sait qu'il est gonflé d'une manière générale, mais là il était vraiment gonflé par l'ambiance et il a fait une réflexion du coup un peu plus générale, mais en particulier à Morenas en disant franchement pardon mais ce genre d'invective à la con en début de question vous pouvez vous les garder pour vous. Encore une fois on est dans un hémicycle d'une assemblée nationale, on n'est pas là pour se comporter comme des gamins. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et plus tard, on a vu revenir dans l'hémicycle Julien Aubert, qui effectivement n'était peut-être pas là pendant la séance de questions gouvernement, mais apparemment il était dans son bureau, parce qu'il est arrivé en moins de 2 minutes. Probablement que ses collègues sont allés chercher dans le bureau en disant dis donc Julien, tu viens de te faire allumer la gueule par un trou du cul d'En Marche, tu devrais venir. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé vous de cette séance, indépendamment de ces aspects très théâtraux, dont on se branle pas mal. Il y avait quand même des sujets assez intéressants. On a parlé du glyphosate, on a parlé du glyphosate. On a vu Nicolas Hulot aussi sortir de ses gonds et défendre son bilan, en disant en gros à Loïc Prudhomme de la France Insoumise, t'es gentil mon grand mais j'ai pas besoin de toi pour faire mon propre bilan, et les caricatures ça va 5 minutes, mais en matière de développement durable il y a quand même 2-3 trucs à travailler. Mais du coup en matière de développement durable on a parlé, enfin Nicolas Hulot a du coup parlé du développement de l'éolien.
J'aime bien comme genre écrit les dialogues, tu pourrais faire une série Netflix, ça pourrait financer Acropolis. Baron Magenta by Acropolis. Ils sont en forme de députés cette semaine. Ouais, je dois reconnaître que cette semaine, il y avait particulièrement de l'ambiance dans les séances de questions au gouvernement. C'était, on a parlé de Médine aussi, avec Meyer Habib. On a parlé de la montagne d'or en Guyane, oui effectivement, c'est un sujet dont on entend parler dans la presse depuis quelques temps, mais il n'a pas encore été abordé dans l'hémicycle, et là du coup c'était l'occasion d'en parler. Effectivement, avec là aussi Nicolas Hulot qui a fait une réponse que moi j'ai trouvé assez intelligente pour dire effectivement il ne s'agit pas de dire oui ou non au projet de montagne d'or, il faut peut-être reposer les choses à plat parce que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies, et il faut, avant de faire ce genre de projet, il faut clairement examiner très précisément l'impact écologique de ce genre de projet-là. Il ne s'agit pas de dire oui ou non à un projet, il s'agit d'y réfléchir sérieusement pour voir quel est l'intérêt. Super stream, ciao, je dois y aller. Merci le gros gag, très sympa. La montagne d'or, où ça, Nid en Guyane. D'ailleurs, effectivement, la question de l'orpaillage en Guyane est un vrai sujet, notamment l'orpaillage illégal, qui est un vrai sujet. Je suis encore vénère à propos de la question sur Médine. Jean, t'es sûr que Meyer Habib est antisioniste? Non, pas du tout. Meyer Habib, il est anti-antisioniste. Meyer Habib, il est très très proche du gouvernement de Benyamin Netanyahou en Israël. Donc ses sujets de prédilection, c'est effectivement la lutte contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, contre le racisme aussi, et contre le djihadisme, l'islamisme radical, etc. Il est sioniste quoi? Bah, enfin appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. La question de Meyer, elle m'a fait péter un câble. Ah bah c'est ça l'Assemblée nationale, hein, c'est la diversité des propos. Comment ça se passe techniquement si un député ou un ministre est handicapé? Il y a des accès spéciaux, les députés ou ministres pourraient venir avec un traducteur langage des signes, des participations en lecture en braille. C'est une bonne question, je t'avoue de ne pas savoir. Il y a des députés qui sont handicapés, ça existe. Mais des ministres, j'ai un doute. Après, est-ce que l'Assemblée nationale est accessible? Assez peu, on va pas se mentir, ça reste un vieux bâtiment, le Palais Bourbon. Il y a un peu des petites marches partout, des demi-niveaux à tous les... C'est un peu le bordel. Salut, la rediff des QAG sera dispo quand? Bientôt, soon TM dans l'après-midi, Raphaël s'en occupe. Ça dépend du nombre de coups de fouet qu'on met à Raphaël en fait. C'est ça. Est-ce que vous connaissez Damien Abad? Oui, Damien Abad est un député, par exemple. Il est UDI Agir. Non, il est LR. Non, il est LR, Damien Abad, c'est bien ça. Damien Abad, c'est un député des Républicains. J'avais un doute parce que je le trouvais très modéré parmi les Républicains. Il y en a, ça il est très très chouette, Damien Abad, comme député. Enfin, je dis ça, c'est une appréciation très personnelle, mais voilà. On peut vraiment élire un aveugle comme député. Ouais, est-ce qu'il y a un député aveugle dans cette législature? Ou malvoyant? C'est une bonne question, tiens. C'est plutôt muet qui serait compliqué pour un député. Pas forcément. Il y a une députée malvoyante au Parlement européen, je crois. Au Parlement européen, oui, absolument. Ça, je l'avais déjà vu. Enfin, bref. Voilà. Dans la séance, il y a eu un coup de nucléaire. Dommage que les insoumis ne peuvent pas poser des questions sans tout mélanger ni être précis. C'est vrai que la question de Loïc Prud'homme, elle était très sous la ceinture. Enfin, elle était très tournée sur la personne de Nicolas Hulot. Est-ce que nos députés respectent les 6% d'embauche? Les 6% d'embauche de personnes porteuses de handicap? L'Assemblée nationale en tant qu'employeur, oui. Est-ce que chacun des députés le fait? J'en sais rien. Ils y sont pas soumis. Ils y sont pas soumis, mais non, parce qu'ils embauchent une équipe que de 3 personnes. Donc voilà. Mais on a parlé de l'Aquarius aussi, à nouveau. Et plus globalement de la question du futur Conseil européen et des prises de position de la France sur la question de la Méditerranée. C'était intéressant d'ailleurs d'entendre Nathalie Loiseau dire que oui, effectivement, l'Europe a laissé tomber l'Italie depuis trop longtemps et qu'aujourd'hui l'Italie est dans la merde, qu'elle accueille l'écrasante majorité des migrants qui se présentent sur ses côtes à elle. Et il faut que les pays européens soient plus solidaires les uns des autres dans la gestion des flux de migrants.
Niveau des handicaps, je pense pas que les handicaps soient compliqués à rendre accessibles. Un député en fauteuil, je le vois mal accéder à son siège. Non, mais alors je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a un certain nombre de sièges dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui sont accessibles par des portes derrière qui sont peut-être accessibles dans des couloirs par des ascenseurs. Donc du coup, j'ai un doute là-dessus. Hein. J'ai de vagues souvenirs de la dernière fois que j'y suis allé, et je m'étais fait la réflexion qu'en fait, il y a des portes de sortie vers le haut de l'hémicycle qui pourraient éventuellement permettre d'approcher un fauteuil. Je sais plus, je crois. Jean-Marie Le Pen est à l'hôpital dans un état de fatigue générale. Ah merde, Jean-Marie Le Pen est un très vieux monsieur. Hein. Donc voilà. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette séance? Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que c'était cool? Merci encore une fois aux bénévoles qui ont préparé cette séance. Donc un grand merci à Amy, Perceval, Adrien, Benoît et Samuel. Merci à vous 5. C'était au top. D'ailleurs, Hulot avait l'air assez irrité de la façon dont la question avait été posée. Ouais, irrité et puis saoulé surtout. Enfin, moi j'ai trouvé que Hulot trouvait que la question de Loïc Prud'homme était juste pas au niveau des enjeux en fait. En gros, la réponse de Nicolas Hulot, c'est t'es gentil mon grand, mais l'enjeu c'est pas moi, ma position au sein du gouvernement, etc. L'enjeu c'est la transition énergétique, l'enjeu c'est tout ce qu'on met en place ou pas sur la question de la montagne d'or, sur l'éolien en mer, sur le glyphosate au niveau européen, etc. Donc voilà. Ah, merci Perceval pour la vidéo sur le handicap. Ah, c'est une vidéo de l'Assemblée nationale. Ah bah très bien, merci beaucoup Perceval. N'hésitez pas, si le sujet de la prise en compte du handicap à l'Assemblée nationale vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien et aller checker la vidéo. Le doyen de l'Assemblée, c'est qui maintenant que Dassault n'est plus là? Oula, ça fait longtemps que t'as pas suivi l'Assemblée, toi, parce que Dassault n'était pas député, il était sénateur, Dassault. Donc c'est qui le doyen de l'Assemblée maintenant que... C'est qui le doyen de l'Assemblée? Je n'en sais rien. Je sais pas. Il y a un paquet de vieux qui se sont barrés en juillet dernier. Enfin en juin dernier, pardon. Sur Acrocraft, c'est l'event Ender ce soir. Ah, il y a un event sur Acrocraft ce soir. Et bah regardez, allez sur Acrocraft ce soir. Je vous rappelle qu'Acrocraft c'est le serveur Minecraft d'Acropolis, où il y a une ambiance de fou, il se passe plein de trucs, etc. Mon premier live Acropolis, j'ai trouvé ça intéressant, un plaisir. Et bah merci jeune homme, merci pour ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner, c'est fait pour ça. Et si vous trouvez que ce qu'on fait c'est cool, n'hésitez pas à nous soutenir. Pour cette 15e législature, le doyen de l'Assemblée est Bernard Brochant, 79 ans l'année dernière, donc je pense qu'il a 80 ans cette année. Député LR des Alpes-Maritimes. Putain, c'est tout? Élu pour un 5e mandat. Ah, je suis vachement impressionné, c'est cool. Parce que rappelle-toi, Sylvain, la mandature précédente, on en avait des vieux. Hein. Oh, les vieux de 88 ans, 90 ans. Les vieux croulants qui sont élus depuis 1974, tu sais, il y en avait plusieurs comme ça qui étaient élus depuis Giscard, d'autres qui avaient été élus depuis Mitterrand et tout. Et putain, seulement 79 ans au jour de l'élection. Eh ben. Et Lucien de Gauchy n'est plus avec nous, il a actuellement 81 ans. Et c'était son anniversaire il y a 2 jours d'ailleurs. Lucien de Gauchy, bon Lucien. Tu nous manques. On t'aimait bien, on aimait bien Lucien de Gauchy. Tu manques terriblement à l'Assemblée nationale. Tu manques aux grappes des Républicains. Mais oui. Il y a un serveur Minecraft Acropolis. Oui. D'ailleurs, je crois que j'ai mis, je sais pas si t'as vu Sylvain, mais dans la description de la chaîne Twitch, j'ai rajouté ça. J'ai rajouté une tuile Acrocraft. Non, mais je regarde plus Acropolis. Tout en bas. J'ai pas vu. Donc tu cliques sur Acrocraft sous cette fenêtre Twitch et tu te retrouveras sur le Discord d'Acropolis où tu auras toutes les informations sur comment on fait pour rejoindre le Discord d'Acrocraft, le serveur Minecraft d'Acropolis, donc qui s'appelle Acrocraft et qui est géré de manière démocratique avec une assemblée qui vote des règles. Il y a un journal officiel, etc., etc. On en a même retrouvé qui avait connu Léon Blum. Joyeux anniversaire, exactement. A l'inverse, le plus jeune, c'est Ludovic Pajot, Front National, il a 23 ans. Ouais, effectivement. Un député qui me manque, c'est Patrick Roy. Mais oui, il nous manque à tous. Bernard Brochant n'a fait aucune intervention en commission, n'a proposé aucun amendement et n'a fait aucune question orale pour cette législature. Ah oui. Bernard Brochant, il s'agirait de se réveiller. Rapport à l'activité parlementaire. Là, on est en juin 2018, t'es élu depuis 1 an, hein, bon, ce serait bien de travailler un peu, un moment. Perso, je regrette Grand Guillaume. Ah bah c'est gentil, il faut lui dire. Marion Maréchal, elle avait quel âge quand elle était députée? 22 ans, je crois. Non? Attends. Quand elle a été élue députée en 2012, Marion Maréchal, elle avait quel âge?
c'était la cadette, hein, clairement. Elle avait 23 ans. Elle avait 23 ans. Elle est née le 10 décembre 1989. Marion Maréchal. 23. Et oui, c'était la plus jeune, ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut poster des liens maintenant? Il faut être modérateur pour poster des liens ou abonné ou sub, ouais. Seuls les subs peuvent poster des liens dans le chat. Bref, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette séance sera en rediffusion sur Acropolis Replay dès cet après-midi. Rendez-vous ce soir sur Acrocraft pour le raid sur Lender. Rendez-vous demain à 14h30 avec Adrien pour l'émission Party Time. Et rendez-vous demain soir dans la libre antenne pour venir me dire tout ce que vous pensez de tout ça. Absolument pas. Non, il n'y aura pas de libre antenne demain. Tu as parfaitement raison. J'avais complètement zappé. Il n'y aura pas de libre antenne demain. Excusez-moi, exceptionnellement, je ne suis pas là demain. Il n'y aura pas de libre antenne. Je dis, c'est tellement l'habitude que jeudi soir, 21h, libre antenne. Bref, chers amis, bonne fin de journée. Générique, fin d'émission. À très bientôt. Ciao.